Bonjour tout le monde. Non, bonjour tout le monde. C'est avec un grand plaisir que ce soir, nous vous accueillons pour rendre un vibrant hommage à Michel Carriga, la légende du tir français. Je dois vous dire que je suis très ému et je remercie Michel d'avoir accepté d'être mon premier invité. Et je dois dire que j'aurai beaucoup de difficultés à trouver l'équivalent dans le futur. Et je vais tout de suite, pour ne pas perdre de temps, passer la parole à Michel Carriga. Comment vas-tu, Michel? Ça va bien, Pierre, ça va. On fait aller. Eh bien, écoute, je te trouve resplendissant. Ben, peut-être que tu devrais changer de lunettes. Alors. Ben, tu sais qu'on ne voit que ce qu'on veut voir. Et moi, je vois un homme qui n'a pas trop changé par rapport à moi. Disons, regarde-moi, j'ai plus de cheveux, j'ai plus rien. Toi, on dirait encore, tu as tout. Tu es pareil, tu es le même. Voilà, un peu plus bronzé peut-être. Voilà, tu as dû prendre le soleil. On essaye de se maintenir, Pierre, on essaye. Ouais. Mais je sais que la diététique et la rigueur dans tout ce que tu as fait dans la vie participe aussi à la longévité et participe au fait que tu sois encore un homme fort. Michel, on va peut-être démarrer parce que comme tu me l'as dit pendant la préparation de ce live, on aura des difficultés à faire rentrer la vie d'un être exceptionnel comme toi en 2 heures, 2 heures et demie, mais comme tu me l'as gentiment proposé, si on n'a pas assez de temps, eh bien, on verra éventuellement, si tout le monde est heureux, pour en faire un autre. Michel, je vais te laisser parler, mais on va dire qu'on va suivre le fil de ta vie. Et tu es né le 25 septembre 1934 à Paris, d'un père corse et d'une mère parisienne. C'est bien ça, exact, Michel? Exact. Et est-ce qu'on pourrait parler un petit peu du jeune Michel Carriga? On va dire, et je sais que tu as une anecdote très croustillante d'ailleurs sur plus que ta jeunesse, ton enfance, hein. Une anecdote qui relie le jeune Michel au tir et à la chasse. Mais je te laisse parler de toi. Vas-y, Michel. Eh bien, tu sais, moi, je suis né à Paris, comme tu l'as dit, et je suis né au 54 de la place Pigalle. Donc, j'ai passé toute ma jeunesse avec les Corses qui, à l'époque, s'occupaient un petit peu de certaines choses à Pigalle, qui était un endroit un peu spécial. J'ai fait mes études au lycée du Guesclin et je suis resté à Paris, disons, jusqu'à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, j'ai été habité, mon père avait acheté un hôtel-restaurant dans un petit village qui s'appelle Loré-le-Bocage, en Seine-et-Marne. Donc j'ai passé aussi un bon moment de ma vie, de l'âge de 12 ans un peu jusqu'avant le service. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans ce petit village de Loré-le-Bocage. Mon père tenait un hôtel qui s'appelait l'hôtel du Grand Cerf, qui existe toujours du reste, mais qui maintenant, je crois, est occupé par un cabinet vétérinaire. Donc j'ai fait toutes mes études à Paris, je suis resté aussi longtemps dans ce village, et je suis resté dans ce village jusqu'à la mort de mon père. J'avais 16 ans, nous avons eu un accident de voiture. C'était la première fois que je le laissais conduire. Moi, je conduisais très bien. C'était ma mère, en principe, qui conduisait. Lui n'a jamais eu de permis. Et toujours, il me disait, on avait une belle voiture, on avait une Chrysler Royale. Il me disait, laisse-moi conduire. Mais ma mère me disait surtout, ne le laisse pas conduire, ne le laisse pas conduire. Et un jour, quand il allait prendre le train pour aller à son travail, mon père travaillait, était croupier. Il était croupier dans les casinos à Paris, au cabinet au Cercle de l'Aviation, aux Champs-Élysées. Donc, il prenait le train tous les matins pour aller travailler là-bas. Et ce jour-là, je l'ai laissé conduire et c'est pas de sa faute tellement ce qui est arrivé. Dans un grand virage, il y avait une bêteuse qui n'avait pas été éteinte la veille.
Et juste quand on est passé, la bétonneuse a explosé. On a été pris par en dessous avec la voiture. On est retombé sur les rails du chemin de fer à 60 mètres plus loin, sur le toit. Mon père a été tué sur le coup. Moi, j'ai été assez gravement blessé, mais disons rien de grave. Voilà, donc ça a été la fin. Après l'hôtel, je ne suis plus resté. Et nous sommes venus en Corse parce qu'on avait des biens en Corse. On a voulu rester en Corse. Et après, je suis resté en Corse. Voilà. Et C'est le début. Aujourd'hui, tu es l'emblème de la Corse et je crois que tous les Corses que je rencontre, et j'ai beaucoup d'amis en Corse, tu restes pour eux un icône, une icône. Michel, je voudrais quand même revenir sur ta vie parisienne, juste pour que tu me racontes, je crois que tu avais un oncle aussi, qui était un personnage, si on peut dire. Et puis, ce personnage, c'est lui qui t'a fait rencontrer le monde des armes. Raconte-moi cette anecdote fabuleuse, quand même, parce que je crois qu'il faut que tout le monde la connaisse. Non, alors, des oncles, j'en ai eu 3. Celui qui était le frère de ma mère. J'en ai eu 2 qui étaient le frère de mon père, qui étaient les frères de mon père. Dans les armes, ils n'ont jamais été très, très forts ni rien. Je dois dire que ces 3 oncles, ce n'est pas le meilleur souvenir de ma vie parce que un avait perdu une jambe à la guerre de 14 et était un pilier de casino. L'autre, le frère de ma mère, était un type très costaud, un très bel homme. Seulement, il fallait qu'il se batte sans arrêt et il allait en prison assez souvent pour coups et blessures. Quant au troisième, c'était le fils du commandant Lacotte, qui a eu la catastrophe avec l'insulaire et le Liban à l'entrée du club de Marseille, et qui, lui, était en Corse, donc, et puis après, il était à Nice. Donc, mes 3 oncles, si tu veux, ce n'est pas le meilleur souvenir de ma vie, et je ne crois pas que... Je les ai bien aimés, mais à l'époque, je n'avais pas tellement conscience de la qualité morale qu'ils avaient. Dis-moi quand même, ils n'étaient plus là. dis-nous quand même, celui qui a eu la bonne idée de te dire, tiens Michel, viens avec moi, de te faire prendre l'avion. Et comment tu as été, la première expérience avec un fusil de chasse, comment ça s'est passé? Je vais te dire, j'avais 12 ans, j'étais à l'école à Paris. Il m'a dit, viens, on va faire un tour. J'avais 12 ans, j'étais jeune. 12 ans. On est arrivé à l'époque, on décollait de Villacloublet, je crois, à l'époque, l'aéroport de Paris. Ouais, c'est au Bourget, je ne me rappelle plus. Et je me suis retrouvé en Guyane. Il m'a emmené en Guyane. 2 jours de trajet par avion, parce que c'était des avions à hélice. Et sans rien dire à ma mère, sans rien dire à mon père. Ma mère, elle voulait le tuer, un frère comme ça. Et lui, il m'a emmené là-bas. Il m'a dit là-bas, écoute, tu vas faire une chose, tu vas tuer des crocodiles. Moi, je suis venu ici pour chercher des peaux de crocodiles, tu vas tuer des crocodiles. Comme j'étais déjà pas mal, à 12 ans, j'avais déjà plusieurs carabines, j'aimais bien les armes. Et je chassais les crocodiles au Colt 45 dans un petit affluent de Saint-Laurent-du-Maroni qui s'appelle l'œil à Poc. Et je tuais 4 crocodiles tous les jours, ils prenaient la peau et tout. Et ma mère ne savait toujours pas où j'étais. Et puis alors, pendant 4 mois, ils ont cru qu'on t'avait enlevé. Ils ont fait un rapprochement. Et je suis rentré en France en restant 28 jours en Guyane quand même. Sans autorisation, sans rien. Ma mère et mon père qui ne savaient pas où j'étais. Ça a fait un scandale, ça. Ils ont failli se fâcher. C'est du passé. Bon, alors tu es en Corse et puis si je te dis que les 2 caractéristiques essentielles de ta vie avant ta carrière, ton immense carrière de sportif, c'est à la fois que tu as été pêcheur de corail, ce qui a développé en toi des qualités, tu vas nous expliquer, à la fois physiques et mentales, mais que tu es devenu également un musicien hors pair. Et quand je dis hors pair, on est en train d'imaginer, enfin, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent le savent, mais vraiment, bon, d'ailleurs, on a une petite surprise pour la fin, explique-nous, je crois que là c'est pareil. Alors, j'ai commencé à jouer de l'accordéon, du reste il allait foutre Michel, à l'âge de 5 ans, avec un artiste de cinéma qui s'appelait Emos. Et je suis parti en tournée avec lui, j'avais 5 ans. Je suis parti en tournée avec lui, je jouais de l'accordéon sur scène et tout. Après, rentrant en Corse, donc j'ai passé des diplômes d'accordéoniste, j'ai même un diplôme de premier prix d'harmonie. Après, en arrivant en Corse,
il fallait que mon père venait de décéder, tout fallait bien faire quelque chose. Donc, je jouais dans un cabaret, je jouais de l'accordéon et du piano, j'ai appris le piano aussi. Et ça m'a aidé, si tu veux. J'avais quand même à l'époque 4 personnes à nourrir. J'avais ma mère, ma grand-mère, et puis nos cousines qui étaient là, la pauvre. Donc, je m'occupais aussi. Alors, avec un accordéon, quand même, en 1967, 68, je nourrissais quand même 4 personnes. Donc, c'était comme ça, il fallait travailler. Oui, oui, mais enfin, bon. Parallèlement à ça, j'ai commencé à tirer un peu au fusil. Ça, c'est mon beau-frère qui m'a amené à la chasse. Il m'a dit, tu vois, regarde, on fait comme ça, parce que moi, je n'y connais rien à la chasse. Il m'a dit, mets-toi là, tu vas tirer. Et effectivement, il avait un chien extraordinaire. Et quand les perdreaux se levaient, alors, sincèrement, tout à fait, Pierre, je n'ai pas tellement de mérite ce coup-là. C'était don. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens tiraient à côté. Moi, ça s'appelle le don. Ça s'appelle le don. C'est ça, ouais. Là, j'ai vraiment pas de mérite. Après, le mérite vient après quand il y a le travail et tout, qu'on veut monter de niveau. Absolument. Et qu'on arrive à l'élite, ça c'est différent. On y reviendra ensuite sur tes qualités. Le physique, le psychique, bien tout ça. Mais donc ça a commencé comme ça. Donc je suis resté au cabaret très longtemps, jusqu'à 1960. Et puis après, bon, il s'est proposé que j'étais au championnat de France. Voilà. Mon premier championnat de France en 1960. Alors, je tirais déjà un peu en Corse. Monsieur Marini, qui dirigeait les stands de tir en Corse, au bout d'un certain temps, m'a dit, écoute, sincèrement, pour te dire la vérité, tu nous emmerdes. Tu gagnes toujours, tu gagnes toujours, tu gagnes toujours. C'est facile de venir en Corse. Tu devrais un peu aller voir à Paris ou ailleurs comment on tire. Ça sera moins facile pour toi. Et je suis parti donc avec mon fusil enveloppé dans un petit journal. À l'époque, c'était facile, prendre l'avion avec un papier journal pour le fusil, comme un housse de fusil. Maintenant, on ne pourrait plus. Et je suis arrivé à Paris en 1962. Il y avait au Bois de Boulogne, c'était le stand de tir de Paris. Oui, le stand du Bois de Boulogne. Tu as dû connaître aussi. Bien sûr, bien sûr. Il y avait la fosse olympique, il y avait la fosse américaine et le ski. Et j'avais un fusil que j'avais acheté difficilement. Et j'ai gagné donc les trois championnats de France avec le même fusil, ce qui est assez bizarre parce que au ski, pour tirer avec un fusil de France, c'est pas évident, tu le sais. Mais je le sais, je connais cette anecdote. Tout ça, c'est pas nos skis, c'est des trajectoires connues à la fosse olympique. Donc j'ai eu la chance de rencontrer ces trois. Et après, en rentrant en Corse, donc je suis quitté la Corse, je suis parti chez Tunet à Toulouse pour représenter la cartouche Tunet à travers le monde. Alors là, je suis resté quand même 2 ans, mais ça ne me convenait pas du tout. Parce que c'est une cartouche qui ne correspondait pas du tout c'est une cartouche de chasse qui était bonne, mais qui ne correspondait pas du tout au ball trap. Tu sais que les balles, il faut des à l'époque, on va dire à l'époque. Hein. Voilà. Il faut des pots à jus qui ont une concentration un peu spéciale, donc ça ne me correspondait pas du tout. Donc j'ai arrêté, et après je suis rentré chez Bouffil à la douillerie française. Et là, j'ai eu la chance d'avoir 2 sponsors. Parce que tu sais, ça coûte quand même assez cher le tir. Là, j'ai 2 sponsors. J'ai M. Bouffil, qui est le patron de la douillerie française, qui m'a dit pour les cartouches, t'inquiète pas. Et Browning, qui m'a dit voilà le fusil, M. le Carrega, tout. Donc, avec ces 2 sponsors, ça m'a permis, si tu veux, d'avancer. J'aurais pas eu ces 2 sponsors, certainement que j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Parce que tu sais, je dépensais à l'époque quand même 15 millions par an. Entre les voyages, entre les trains de mois, j'aurais pas pu, avec un accordéon et même la plongée, si tu veux faire ça. Alors la plongée, c'est après. La plongée, c'est après, c'est dans les années 65, 66, 67. J'étais à Marseille avec ma mère. Et là, je me suis mis à plonger au corail. Il faut dire que merci, parce que j'avais le don de descendre très profond. Je plongeais pas très profond. Je descendais à 100 mètres. Hein, avec l'oxygène. Il n'y avait pas de comme il y a les mélanges. Maintenant, il y a les mélanges, tu vois. Maintenant, on a des mélanges à l'hélium qui nous permettent d'éviter les paliers. Parce que quand tu descends très profond, pour remonter, il te faut très longtemps. Tu dois faire des paliers de décompression, c'est très compliqué. À l'époque, on plongeait à l'air, donc c'était très difficile. Donc, je suis resté j'ai gagné beaucoup d'argent au corail, parce que le corail valait quand même très cher à l'époque. Il vaut toujours très cher, du reste. Et on vendait tout le corail aux Italiens, à Torre del Greco. Torre del Greco, en Italie, à côté de Naples, c'est la capitale du corail. Le grand ponte, qui est certainement partie de la mafia, s'appelait Ordonato. C'est lui qui dirige le corail dans le monde entier. Il a des bijouteries, il a tout ça. C'est lui qui achète tout le corail qui est pêché en Méditerranée ou en Tunisie. Donc, je suis resté pendant longtemps à faire cette pêche au corail. Et en
67, 60, oui, 67. J'ai gagné plusieurs championnats de France, je ne me rappelle plus lesquels, mais toi tu le sais. J'en ai gagné pas mal. Il est venu me chercher le colonel Crespin, qui m'a dit, Carrega, vous devriez rentrer au ministère des Sports. Comme je pêchais le corail, il dit, vous gagnerez peut-être moins d'argent, mais vous serez plus vieux. Et c'était normal, parce que tu sais ce qui m'est arrivé dans les années 66, on était 4 à bord de mon bateau. Et en l'espace de 6 mois, en l'espace de 5 ans, j'ai même pas eu un rhume. En l'espace de 6 mois, j'ai perdu 3 copains. C'est la plongée profonde, c'est pas évident. Hein. C'est un métier très, très, très difficile. Et en l'espace de 6 mois, j'ai perdu. En l'espace de 6 mois, tu vois, j'ai eu 3 morts à bord, des accidents de plongée. Et si tu veux, ça m'a un peu refroidi. Tu vois, je vais te dire franchement la vérité. Après, j'avais peur. Quand je plongeais à 100 mètres, j'avais peur. Je me disais, est-ce que tu reverras ta mère ce soir? Donc, tu vois, ça m'a un peu refroidi. Et c'est là que je suis entré au ministère des Sports. Le colonel Crespin est venu me chercher avec Un grand monsieur, le colonel Crespin, que j'ai connu également en tant que junior. C'est ça. Et personnellement. Le ministre des Sports à l'époque, c'était Joseph Comite. Ils sont venus me chercher, ils m'ont dit, écoute Michel, tu as un don du tir, il faut en profiter, tu gagneras peut-être un peu moins d'argent, mais tu vivras plus vieux. Je suis rentré au ministère des Sports en 68, et je suis resté jusqu'en 99, jusqu'en 1999. Et là, après, bon, bah, évidemment, Phoenix, Arizona, championnat du monde, championnat, tout ça. Après, la carrière, tu connais du reste. Je vais en parler maintenant, si tu me permets. Alors, si je résume, alors on va dire, c'est résumé très rapidement. L'immense carrière de Michel Carrega, c'est bien évidemment une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, seulement, on va dire, et on aura l'occasion de reparler de cette compétition qui reste pour tout le monde. La compétition mythique de la fosse olympique, je pense qu'il n'y a jamais eu une compétition qui a atteint de tel niveau. 4 championnats du monde, Phoenix 70, Arizona, Michel Carrega 197-200. 71, l'année suivante, Bologne, 198-200. 74, Berne, 199-200, record du monde égalé. Ce sacré record du monde qui avait eu Scalzone aux Jeux Olympiques et qui t'avait privé de ce titre. Et en 1979, Montecatini, 194-200. Je ne sais pas si les jeunes se rendent compte aujourd'hui, parce que de temps en temps, j'entends beaucoup de monde qui parle de vitesse de plateau, mais je peux vous dire qu'à cette époque-là, les réglages n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de normes aussi strictes. Et Michel confirmera qu'il y avait des plateaux qui partaient à 105 mètres, comme des ovnis. C'était les arbitres qui n'étaient pas à la hauteur. Non, oui. Champion d'Europe, 6 médailles aux championnats d'Europe, dont un titre en 68 à Namur, en Belgique. Un petit salut à tous nos amis belges. 25 fois champion de France. Je répète, 25 fois champion de France. Et encore, je ne compte pas la fosse américaine et le ski que tu as gagné au Bois de Boulogne. Michel Carrega, c'est également l'homme qui est déjà recordman des titres de champion du monde, puisque c'est le seul qui a 4 titres de champion du monde. Le seul qui en a 4, c'est Diamond, mais il en a 3 à l'Olympique et 1 en ultra. Et puis, pour nous, Français, c'est l'homme qui a fait connaître le tir au plateau à la totalité, qui est rentré dans l'intimité de toutes les familles françaises. Effectivement, en 1975, Michel Carrega était l'invité de La Tête et les Jambes. Une émission très fameuse à l'époque, c'était, on va dire, le Fort Boyard, ou je ne sais pas quelle émission célèbre qu'on pourrait citer, sauf qu'il n'y avait qu'une chaîne. Et Michel Carrega, avec son ami Pierre Bellemare et son grand ami Roger Couder, que les plus anciens connaissent, ont fait connaître et aimer le tir à tous les foyers français. Si bien qu'il n'y avait pas un seul Français qui ne connaissait pas le grand Michel Carrega. On reviendra sur d'autres, je vais te laisser parler aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, mais on reviendra sur d'autres faits d'armes,
Mais parmi tous ces titres, tout ce que je viens de dire, qu'est-ce que tu as envie de nous dire, Michel? Alors, si tu veux, on peut dialoguer un petit peu sur cette histoire de la tête et des jambes. Bon, j'étais les jambes, bien sûr. Ça n'a pas pu être la tête, parce que la tête, c'était un monsieur qui était âgé, qui s'appelait monsieur Beaubois, je me rappelle. Bien sûr. Il était interrogé en aéronautique. On l'interrogeait en aéronautique et c'était un type qui était, si tu veux, absolument incollable jusqu'aux années, disons, 1950-1958. Il savait ce que mangeait Blériot, il savait ce que mangeait Saint-Exupéry, il savait tout ça. Mais après, quand on a commencé avec les fusées dans la Lune et tout ça, il était un petit peu désaxé. Et là, il fallait que je le rattrape. Et pour le rattraper, il fallait que je casse 16 plateaux avec 2 à la fois. C'est-à-dire qu'à l'époque, le double trap n'existait pas. Et Belle-Mère avait trouvé très intéressant de me lancer les plateaux 2 par 2. Comme j'avais un fusil à 2 coups qui était superposé, bon, que tu connais bien. C'était la première fois qu'on tirait 2 plateaux simultanément, quoi. Donc, en plus, c'était pas tellement facile parce que c'était en nocturne. C'était sur le stand de Bagatelle à Bois de Boulogne, hein, sur le plein, là. Et avec les lumières et tout ça, ce qu'il fallait, c'est qu'on voie le plateau cassé. Alors, il y avait un ingénieur qui avait dit, moi, je vous ai préparé un plateau spécial. Quand il sera touché, on le verra très bien parce qu'il y aura une explosion. Bon, on commence à faire une répétition. Il me lance ce plateau. Alors, il y avait toutes les caméras qui étaient braquées derrière. Il lance ce plateau. Je tire ce plateau. Ce plateau, c'était une bombe atomique. Il a explosé. Il a fait une leurre qui a grillé tous les trinitons des caméras de la télévision. Aïe, aïe, tout le monde a vu que je l'avais touché. Hein. Tout le monde est devenu aveugle pour pas le tir. Il avait, je sais pas, alors il a vous expliqué qu'il avait fait un mélange de sodium et tout, qu'il avait mis sur... Alors il a dit non, ça peut pas marcher comme ça, c'est pas possible. Bon, et puis on a annulé ça, et après on a tiré des plateaux qui contenaient une poudre blanche comme ça, donc c'est facile. Mais la télévision, ça a dû coûter cher le premier plateau, parce que tous les trinitons des caméras avaient explosé. Et on était tous aveugles. J'ai jamais vu une leurre pareille. Hein. Donc, on a fait cette émission. Donc, j'ai cassé les 16 plateaux. On a touché pas mal d'argent, M. Beaubois et moi-même, à l'issue de cette démonstration qui était vraiment bien. Et c'est vrai que ça a plu beaucoup. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, vous avez fait la tête et les jambes et tout. Donc, c'est un très bon souvenir. Oui, tout le monde. Enfin, il faut replacer les choses à l'époque, il y avait de distractions. À la télé, il n'y avait qu'une chaîne. Donc, les gars, et cette émission était fameuse. Donc, il n'y a pas tous les foyers français qui avaient une télé ont vu Michel Carrégua et tu as fait aimer et rentrer le tir au plateau dans tous les foyers. Hein, dans tous les foyers. Au niveau. Parmi ces titres, hein, tout à l'heure on a discuté, je sais ce que tu vas me dire, mais parmi les titres Phoenix, Bologne, Berne, Montecatini, si on reprend, on reviendra sur les Jeux Olympiques ensuite, mais quel est le titre, tu me diras, ils sont plus importants bien sûr, mais quel est le titre qui pour toi a été le plus marquant? Bien, tu sais, je vais te dire, l'Amérique, c'est l'Amérique. Mon premier titre en 70, quand je suis arrivé à Phoenix, en Arizona, le stand de Black Canyon, qui est alors, là aussi, il faut dire, on habitait un hôtel qui s'appelait le Lodge. Quand j'ai demandé le chemin du stand de tir à un passant pour y aller, j'avais mon fusil sous le bras, j'ai dit tiens, je vais aller au... Il m'a fait Inselrak Street, c'est-à-dire au bout de la rue tout droit, mais la rue elle faisait 35 km. Alors ça, j'ai été commencé à pied, puis après j'ai compris, je suis revenu. C'est bon, c'est une anecdote. Quand je suis arrivé là-bas, personne n'avait jamais gagné Black Canyon depuis 65 ans, depuis que le stand existait. C'était pour les Américains, parce que bon, en plus, la fosse olympique, il faut dire, c'est pas leur discipline. C'est la fosse américaine. Je ne sais pas si tu connais comment ça se passe, la fosse américaine. Oui, j'y suis allé. C'est très différent, on recule, tout ça. C'est très différent, ça n'a rien à voir. Bon, donc, ils ne sont peut-être pas tellement pointus en fosse olympique. Mais quand même, on était, je crois qu'à ce championnat du monde, on devait être 850 ou 860 tireurs à peu près. Hein. C'était quand même important pour eux. C'est pas les champions du monde aujourd'hui avec 150 tireurs.
Ouais, tu sais, je vais te dire, Phoenix, c'est quand même c'est les cow-boys, c'est le tir et tout, les armes. D'abord, dès le deuxième jour, je suis rentré m'acheter un Colt avec une belle ceinture, tout ça, payé comme ça, sans me demander qui j'étais, ni carte d'identité, ni rien, comme j'avais acheté un paquet de cigarettes, quoi. Donc, c'était très difficile, Phoenix, parce que c'était quand même un réglage qui était très difficile. Et mon coéquipier, c'était Jean-Jacques Beau. Jean-Jacques Beau, que tu as connu très bientôt, que Bien sûr. ta carrière chez Dit et chez Gévelot. Donc, on était tous les deux. Et il y avait le troisième, c'était Candelo, Pierre Candelo, que tu as certainement connu aussi. Et donc, on était en équipe tous les trois. Et donc, je commençais la compétition et je finis, donc je tire très bien, et Jean-Jacques Beau aussi. Et on se retrouve en barrage avec un Américain qui s'appelait Stafford, je me rappelle très bien. Et Jean-Jacques Beau et moi, on fait le même score, 197. L'Américain, Jean-Jacques Beau et moi-même, on fait 197. Ce qui se passe, évidemment, barrage. Barrage. Bon. On commence le barrage, et c'était... Alors là, c'était... Là, faut voir aussi comme le contexte. Il y avait je ne sais pas combien de centaines de personnes sur le stand, mais quand je cassais, moi, mon plateau, que je faisais un bon tir, on n'entendait rien. Et quand c'était l'Américain qui réussissait, 400 personnes applaudissaient. Tout le monde applaudissait. Alors, c'était un peu stressant de se dire, bon, c'est comme ça, c'est normal. C'était son public, c'est normal qu'il applaudisse à lui, c'est tout à fait normal. Bon, on arrive à la fin, donc, si tu veux, Jean-Jacques Beau fait 1-0, l'Américain fait 2-0. Donc, moi, mon dernier parcours, il faut que je fasse 25 pour gagner, quoi. Parce que si je ne fais pas 25, je tombe en barrage encore, un second barrage avec l'Américain ou avec Jean-Jacques Beau. Et le dernier plateau, je l'expliquais tout à l'heure à Michel, c'était sur la fosse, la dernière à droite. Sur le stand de tir se pointe une voiture qui passe, une espèce de vieille gabarde américaine là, qui passe et qui fait un nuage de poussière épouvantable. Tu sais qu'en Arizona, il y a le désert, et c'est de la poussière et tout, c'est le désert. Très sec, très sec. Alors, oh là là, j'allais tirer mon dernier plateau. Quand je vois toute cette poussière, je ouvre le fusil et je le pose. Et l'arbitre vient, me tape sur l'épaule, me fait « ready boy, ready ». Ça veut dire, en américain, ça veut dire prêt. Oui. À vous, sir, ready, sir. Je dis oui, in little moment. Ça veut dire un petit moment, s'il vous plaît, parce que cette poussière, tu sais, si j'avais tiré dans cette poussière, ce serait pas, c'est gênant. Et il revient, il me fait hey, sir, ready. Je dis oui, j'ai dit un petit moment, un little pet moment. J'ai attendu un peu. Et finalement, la voiture est passée, la poussière s'est un peu là, elles sont sorties, j'ai passé mon dernier plateau. Et bien là, il y a eu un silence de mort sur ce stand de tir. Bon. Et puis tout d'un coup, ils ont commencé à applaudir. Alors là, je ne te dis pas. 450 ou 600 personnes ou 800 personnes qui applaudissent d'un coup, ça les a un peu contrariés sur le coup, mais ils sont assez sportifs quand même et m'ont vraiment ovationné. Parce qu'aux États-Unis, moi, dans le cadre de mes activités, il y a un gars qui c'est même pas de l'adoration, il s'appelle David Center. À Phoenix, il y était. C'était un jeune gamin. Et il a toujours dans la tête le grand Carrega de Phoenix. Il a maintenant un certain âge comme moi, mais je peux te dire que même là-bas, tu as laissé un souvenir impérissable. C'est bien. Bologne, Michel. Est-ce que l'année d'après, quand même, il n'y a pas beaucoup de gars qui ont été champions du monde 2 années d'affilée. Hein. Et je rappelle que tu as gagné 70, 71, 74, c'est-à-dire quand tu avais été champion d'Europe en 68, il n'y a pas une seule compétition pendant de 68, je parle d'une compétition continentale ou intercontinentale, champion d'Europe, champion du monde, où tu n'as pas été sur le podium. Il faut que les gens se replacent tout ça. C'est-à-dire que quand tu n'as pas gagné, tu étais deuxième ou troisième, quels que soient les championnats. Mais Bologne, est-ce que l'Italie est un grand pays de tir à la fosse olympique en particulier et au ski? Et à la fosse olympique, je pense que chapeau l'Italie, ils ont sorti tout au long de l'histoire des champions remarquables.
Mais est-ce que pour toi, gagner un titre de champion du monde à Bologne devant les plus grands tireurs du monde, du passé de l'époque où tu as tiré, et puis peut-être des joueurs qui sont devenus également des Jeux Olympiques, est-ce que ça n'a pas été pour toi la consécration que je qualifierais d'ultime? Ben, j'ai gagné beaucoup de fois en Italie. Du reste, je dois beaucoup à un tireur qui, pour moi, a été pour moi une idole et a été quelqu'un d'extraordinaire. Il a été champion olympique en 1958. C'est Liano Rossini. Liano Rossini, pour moi, c'était le plus grand tireur, d'abord le type extraordinaire, et le plus grand tireur que j'ai connu, c'était le plus gentil, le plus sportif, le plus technique. J'ai beaucoup copié sur lui, j'ai beaucoup copié sur lui, et il m'a suivi dans beaucoup de compétitions. Nous avons fait beaucoup de compétitions ensemble. Il était premier, j'étais premier, il était deuxième, j'étais deuxième. On a fait beaucoup de compétitions ensemble. On a gagné beaucoup des compétitions l'un à côté de l'autre. On se classait toujours premier ou deuxième dans les compétitions internationales. Liano Rossini, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Je vais te dire, je vais sauter quelques années. En 1979, où tu y étais aussi, je t'expliquais, à Montecatine, c'était donc mon 4e titre de champion du monde. C'est lui qui est venu et qui m'a pris sur son dos et qui a fait tout le tour du stade de Montecatine. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il a fait tout J'étais allé de France avec toi, Michel. avec moi sur le dos. Et je vais te dire que je pesais quand même toujours 85 kilos à l'époque. Et donc, je l'entendais souffler un peu, mais il l'a fait tellement volontiers. Ouais. Et pour moi, Liano Rossini, c'était un des meilleurs tireurs. Alors, Bologne en 71, évidemment, j'étais la bête à abattre parce que j'étais champion du monde en titre. J'étais évidemment la bête. C'est ça que tu sais, je vais te dire, d'être champion du monde, bon, c'est vrai, c'est pas facile. Enfin, on peut toujours y arriver. Mais ce qui est très difficile, c'est d'y rester. Ça, c'est encore plus dur. Parce que quand tu es champion, les gens, ils se disent, si je bats lui, je bats tout le monde. Tu comprends, c'est évident. Oui, bien sûr, bien sûr. Et le championnat du monde à Bologne, c'était très difficile. Et je suis tombé en barrage avec un Allemand de l'Est qui s'appelait Henk. Et ça n'a pas été facile non plus de le battre, mais enfin bon, j'ai très bien tiré. Et donc, je m'en suis sorti. Il a fait quelques zéros. Moi, j'ai fait 25 finir, donc j'ai gagné ce championnat. Et tu sais, les Allemands de l'Est, à l'époque, tu sais, c'était après le mur, tout ça, c'était un peu... Oui, c'était un peu difficile. Donc, cet Allemand de l'Est qui s'appelait Henk, que je l'ai revu, il était très content, il est venu me féliciter et tout. C'était quand même des tireurs vraiment des sportifs, des gens qui aimaient le sport, qui tiraient pour le sport. Tu vois. Donc, c'était Bologne en 71. Après, ça a été Berne à 180. Berne, j'ai fait 199. J'ai fait 199 parce qu'il y a un chien qui a aboyé. Je vais te dire, j'ai manqué un plateau parce que j'ai été distrait par un bruit derrière. Après, c'était un chien qui a aboyé. Il m'a fait faire comme ça. J'ai manqué j'en ai manqué qu'un seul. Le mordre. Voilà, c'est l'anecdote de Bologne. Oui. Enfin, 199, là aujourd'hui, les gens tirent 125 plateaux, ils ne savaient pas ce que. Bon, ça, je ne retire en rien la valeur des titres d'aujourd'hui, qui c'est très difficile avec leur nouvelle finale, mais 200 plateaux, 199 à Berne, sur un stand de tir où les plateaux avançaient, mais de manière très difficile, tu sais, je vais te dire, on avait un quart de seconde pour juger, pour estimer. Il fallait aller très vite. Absolument. Moi, je connais bien à l'époque, quand tu as été champion du monde, moi j'étais junior, ouais. C'était terrible. Et puis, il y a Montecatini quand même, Michel, parce que Montecatini, pour moi, peut-être sentimentalement, parce que j'étais en équipe avec toi, que c'est le plus beau souvenir. Mais à Montecatini, bon, je ne voudrais pas qu'on parle trop de marque de fusil, mais tu avais décidé de développer un produit français. Tu as perdu pour ce développement de 74 à 79 quelques années, parce que je pense qu'il y aurait d'autres titres et un palmarès qui est déjà tellement merveilleux que je ne vais pas dire ça, mais il aurait été meilleur. Les gens t'ont pris, on dit Cariga, et Cariga, ce fusil-là, qu'il a développé, qui n'a peut-être pas non plus les mêmes qualités que celui que tu avais
que tu avais développé dans le pays d'à côté, pas les mêmes facilités de développement, tu as quand même réussi à être champion du monde malgré tous les sarcasmes qui avaient été dits à côté. Et là, cette compétition, pour moi, vécue de l'intérieur, ça reste quand même un modèle incroyable. Je résume en quelques secondes. Asanov, qui est le meilleur tireur, qui a été champion du monde l'année précédente, etc., qui est champion olympique en titre, première planche, il tire juste avant toi, première planche, tu fais 25, il fait 24. Pendant toute la compétition, tu sais ce que fait Asanov, vous faites le même score. La dernière, devant toi, Asanov fait 25. Tu sais qu'il faut faire 25. À 24, tu es en barrage et à 23, tu as perdu. Et là, j'ai vu la planche une planche que je n'ai jamais plus revue dans ma vie. J'ai vu un Michel Carrega qui savait qu'il fallait qu'il fasse 25. Je l'ai raconté dans une publication Facebook où je t'ai vu broyer les plateaux. Et puis on est arrivé au 24e. Le 24e, et j'ai dit dans cette publication, c'est un instant du quotidien, mais qui devient magique. Ce plateau qui est parti à droite, poum, et paf, tu l'as tiré au deuxième. Et puis le dernier plateau, c'était de l'art. Voilà. Tu as été champion du monde là-bas. Tu as battu ce Russe qui avait décidé qu'il ne passerait pas. Et pour cette compétition, Michel, je dois te dire que j'ai jamais plus revu, j'ai jamais entendu parler d'un vague tireur, même on m'en parle de beaucoup, qui soit capable d'avoir fait ce que tu as fait ce jour-là. Et c'était à cette période-là. Alors, pour te dire Monte-Catine, l'histoire du fusil français, parce que il n'y a aucun. Ne parlons pas trop de marque, Michel, mais fusil français, ça. Allô? Enfin, je réfléchissais quand même. Hein. Je me suis dit qu'un plateau, ça monte toujours. De toute façon, tu n'as jamais vu des plateaux sortir de la fosse et plonger, à part quand elles sont dans le vide. Enfin. Donc, je m'étais mis dans la tête d'inventer un fusil avec un canon réglable. Et j'avais inventé le Falcor, qui s'appelle le FMC, mais Falcor Michel Carrega, avec un canon réglable. Alors, le canon réglable, c'est quoi? C'est le canon du dessous, toujours en superposé, je parle, que tu peux tordre de façon à ce que la gerbe, à 33 mètres, soit à 30 cm au-dessus du point visé. Ce qui fait que quand tu tires un plateau, tu vois, pour le casser, un plateau qui monte, il faut le couvrir. Mais si tu le couvres, le fusil, la bande du fusil, tu ne le vois plus. Si tu le couvres, tu ne le vois plus. Donc, s'il bouge, si un coup de vent lui fait faire ça, à ce moment-là, tu le manques. Bon. Moi, je tire mon plateau, je le vois toujours. Parce que mon fusil, enfin le fusil que j'ai inventé, fait la transformation lui-même, si tu veux le tordre. Il est toujours au-dessus du point visé. Donc, je contrôle toujours le chemin de mon plateau. C'est pour ça que j'avais fait ce fusil à point réglable. Puis après, Brovnik, je l'ai fait chez Brovnik aussi. C'est moi qui l'ai inventé, ça, le fusil à canon réglable. Je voulais pas parler de marque, mais c'est raté. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, dans Falcor, un fusil français. Alors, à l'époque, je travaillais avec Brovnik, mais bon, Brovnik, à un moment donné, c'était plus tout à fait ça. Les directions avaient changé. Les techniciens, surtout, ne voulaient pas rentrer dans ce système. Donc, je me suis adressé. Et Giscard d'Estaing, il m'avait reçu plusieurs fois. Il m'a dit, Carrega, vous ne tirez pas avec un fusil français. J'ai dit, non, pour l'instant, non. Ah, il faudrait essayer. Et puis, il m'avait dit ça comme ça, mais je ne sais pas pourquoi il m'avait dit ça. Je ne sais pas s'il était jeune. J'avais été reçu à l'Élysée une fois comme ça. On m'avait parlé de ça, on avait parlé d'autre chose même. Parce qu'il jouait de l'accordéon, lui aussi. Alors, et c'était un chasseur. On avait commencé comme ça à parler de l'accordéon, puis après, on est arrivé au tir. Donc, j'ai dit, tiens, je vais essayer. Puis j'ai été contacté M. Chacornac, qui était directeur chez Manu France. Et j'ai fait ce fusil. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, quoique, attention, Manu France a des canonneries que personne n'avait. Les premiers fusils Perazzi qu'on bien sûr. Avait une canonnerie, ils les faisaient faire chez Manu France. Donc j'ai fait ce fusil, et puis comme ça s'est très bien passé, parce qu'en même temps j'ai gagné un championnat du monde avec, alors évidemment, ça l'a mis en valeur tout de suite, parce que les gens disent, c'est pas lui qui est bon, c'est le fusil, tu comprends,
toujours pareil. Donc, c'est comme dire avec ce fusil que j'avais monté le crédit. L'année d'après, donc, je suis retourné chez Brovnik parce que Manu France, il y a eu l'affaire que tu connais avec le maire, M. Sanbedol, qui s'appelle l'histoire du communiste, l'histoire de tout ça, les ouvriers qui sont partis en emportant tous les fusils et en emportant surtout la machine à fabriquer les canons. Donc, Manu France a arrêté de fabriquer. Donc, je suis retourné chez Brovnik, qui m'ont reçu encore les bras ouverts. J'avais fait tellement pour eux, puis je leur avais expliqué pourquoi. En plus, la direction avait changé, c'était plus facile. Et là, j'ai inventé le 150 Carrega avec le même système, un canon réglable et tout ça. Et en même temps, j'ai inventé aussi la crosse réglable. La crosse réglable, la première crosse réglable qui existe, c'est moi qui l'ai fait, c'est chez Brovnik. Donc, après, j'ai fait ma carrière avec eux. J'ai continué à tirer avec Brovnik, et puis bon, mais après, j'ai plus tiré. La compétition à haut niveau, si tu veux, pour moi, s'est arrêtée aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 84. Donc, j'ai fait 5e. Bon, je dis, ça va maintenant. Hein. L'âge est là, on va tâcher de prendre un peu du bon temps. Je vais commencer à boire du vin, à boire du champagne. Bon, je sais que tu forces pas trop, mais Non. Parlons des Jeux Olympiques. Et tu me parles de 84, 72. Scalzone de base. Raconte-nous, ce Scalzone qui était Don Pepino, un type fabuleux d'ailleurs, qui était bon ami, et qui ne devait pas aller aux Jeux Olympiques d'ailleurs. Non, c'était Gianni qui devait y aller, mais il est tombé à Vespa. Il est tombé à Vespa, il s'est cassé la gueule à Vespa une semaine avant. C'était Gianni qui devait y aller. Peut-être, je ne sais pas ce qu'il aurait fait, peut-être pas. Non, mais à mon avis, aussi, hein. Il ne devait pas y aller. Il a doublé Pépine est arrivé 21 là-bas complètement décontracté. Ouais. 21 plateaux, il a doublé. Il faisait des séries, il faisait des 25 en doublant 9 et 10 plateaux par série. Oui. Alors, globalement, je regardais il avait doublé pendant la compétition 21 plateaux et toi, tu en as doublé 2. Le problème, c'est que tu en as doublé 2 et tu as fait 198. Et lui, mais bon, on ne retire pas l'exploit. Surtout, le champion était non seulement un grand champion, mais un homme fabuleux. Mais c'est pour dire que de temps en temps, le sort, il ne devait pas y aller. Gianni se casse la gueule, donc pratiquement, on va dire, c'est à cause de Vespa que tu as perdu le. Écoute, j'avais qu'à en casser 2 de plus. Oui. Mais tu sais que le petit Pierre Boutin, son père, que tu as connu mon père, il avait également la passion de toi et il m'avait amené aux Jeux Olympiques de Munich. Et puis, c'est là où j'ai voulu tirer, moi. Parce que je t'ai vu tirer. Et puis, qu'on connaisse le tir ou pas, quand on voit tirer Carrega, on s'aperçoit qu'il est meilleur que les autres. Et je suis venu au tir, Michel, parce que mon père m'avait amené aux Jeux Olympiques pour voir le tir, parce qu'il était passionné, il te connaissait, même si toi, après tu l'as connu. Je me rappelle. Je me rappelle de ton père. Ouais. Et puis, ces Jeux Olympiques-là, c'est un de tes, à la fois, ce qui... Oui, c'est la légende de Michel Carrega. Même si tu n'as pas gagné, c'est un peu toi qui as gagné aussi, en particulier dans le cœur des Français, mais c'est aussi un souvenir terrible. Munich 72. Un très mauvais souvenir. Raconte-nous un peu. La médaille d'argent, de toute façon, je crois que dans des compétitions de ce niveau-là, tu sais, les 3 premiers ne déméritent pas, que tu sois premier, deuxième ou troisième, surtout si c'est des différences d'un point ou de points. Donc, non, le mauvais souvenir, c'est simplement l'assassinat de tous ces Israéliens là. Alors là, j'ai dormi pendant 2 jours avec le fusil chargé sur le toit du pavillon français, parce que bon, on savait bien que ça allait mal aller. Et puis le dernier jour, quand il y a eu cette fusillade là, ça a été épouvantable et tout. Ça. Donc, si tu veux, c'est un des plus mauvais souvenirs de ma vie au point de vue compétition, pas au point de vue de médaille d'argent. Point de vue de... Et puis, je vais te dire, je crois sincèrement que les Jeux Olympiques sont morts en 1972. Après, c'était plus pareil. Tu sais, après, il fallait rentrer, il fallait se présenter en slip après, à Montréal. En 76, à Montréal. Au plus haut de ta forme, malheureusement, oui, j'ai eu une angine, j'étais hospitalisé à Montréal. Tu avais la fièvre. J'étais très malade à Montréal. Bon. Et il y avait des policiers ils avaient l'exemple de 72, donc si tu veux. Et puis après, ça a toujours été pareil. Il y a eu des polices, les armes, tout ça, les armes.
Ouais. On passe à 80. Alors moi, je voudrais te poser une question personnelle, Michel. 80, j'ai la chance, je me suis aperçu que je n'en avais pas beaucoup, mais d'être sélectionné olympique pour aller aux Jeux olympiques avec toi à Moscou. Et puis on se prépare, et 15 jours avant, on nous apprend que la fédération, uniquement, le sport français va à Moscou, mais la fédération française de sport équestre et de tir n'y va pas. Je te pose une question, parce que moi, ça m'a foutu en l'air ma motivation quand même pour le truc. Mais est-ce que tu as une explication? Fait que des débiles, alors que la France entière, tout le sport français est allé là-bas, que la fédération est boycottée et malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de revenir. Je vais te dire si j'étais prêt, j'étais super prêt. Hein. J'avais mon fusil qui était bon. C'est toi qui allais gagner, Michel. J'étais super prêt. Je venais de monter le 150 Super Trap Carrega là, de chez Brooking. J'étais super prêt. Je m'entraînais tous les jours. J'avais des résultats magnifiques. Je m'entraînais tous les jours. Et en plus, je venais de faire 199. J'étais vraiment, si tu veux, j'étais vraiment au top. Je ne pouvais pas être plus en fort que là. Je ne sais pas ce que ça aurait fait, mais je pense que j'aurais très, très, très bien tiré. Je le regrette moi aussi. Je t'aurais servi de porteur de cartouches. Comment? Je n'ai pas compris. Non, je dis, je t'aurais servi de porteur de cartouches. Ah ben, je ne sais pas si tu n'aurais pas porté tout, parce que j'en ai tiré pas mal. Hein. C'était lourd. Hein. Non, à propos de lourd, je reviens à ton anecdote là, de 1979 quand tu es à Montecatini et que Rossi, Liano Rossi te porte sur ses épaules. Permets-moi de te dire qu'il a eu de la chance que ce ne soit pas moi qui ai gagné. Il serait mort déjà. Oh, il n'y avait pas une grosse différence quand même, si. Non, t'as raison. Ouais, c'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir, Liano Rossi. Pour moi, c'est un grand. Pour moi, c'est le meilleur tireur que j'ai connu. Et tu sais quoi? Il tirait avec un fusil avec 2 détentes. Il n'avait pas une seule détente comme nous. Il avait il avait 2 détentes. C'était un vieux fusil. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas la marque, mais je sais qu'il avait 2 détentes. Michel, aujourd'hui, alors je ne voudrais pas faire de politique, on va dire sportive, hein, mais je voulais avoir ton avis. Je m'excuse, je n'en ai pas parlé quand on a discuté un petit peu pour préparer l'émission, mais à notre époque, à ton époque surtout, je pas même, mais il n'y avait pas 2 fédérations, il y avait une fédération qui se battait pour le plateau. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit la chute des licenciés dans la fosse olympique, le ski, ça va un peu mieux, c'est son truc, mais bon, et puis cette guéguerre qu'il y a entre l'olympique, l'université, est-ce que ça n'a pas participé un petit peu à mentir et à pas bousiller au moins les disciplines olympiques, un petit peu? Je vais te dire, ça a fait beaucoup de mal à toutes les disciplines. Ça a autant fait de mal à la discipline cible, hein, aux armes rayées, si tu préfères, qu'aux disciplines aux armes lisses. À l'époque, il y avait une seule fédération, c'était la FFT, Fédération française de tir. Il n'y avait qu'un seul président, il n'y avait qu'un seul DTN. Enfin, il n'y avait pas qu'un seul DTN, il y avait un DTN cible et un DTN Baltrap. Il y avait 2 sections, section cible, section Baltrap. Nous étions toujours ensemble. Nous avions une amitié impeccable, que ce soit les tireurs de cible. Bon, tu me diras, on emploie des armes, tout, mais bon, tu as 2 disciplines différentes. Tu as le rugby et le football. Bon, ça emploie tous les 2 des ballons, d'accord. Mais ne me dis pas qu'on pouvait faire pareil avec un ballon de rugby en jouant au football. Ça, Non. Tout à fait différent. Donc, nous avons des conceptions différentes, des préparations différentes. Les armes ne sont pas les mêmes. Les munitions ne sont pas les mêmes. La préparation n'est pas la même. L'homme n'est pas le même. La préparation, tout. En plus, il y a une chose qui est certaine, c'est que le tir à la cible, c'est très difficile. Il faut s'exprimer dans l'immobilité. T'exprimer dans l'immobilité, c'est difficile. Il ne faut pas bouger. C'est un tir statique. La fosse olympique, le tir au Baltrap, c'est un tir dynamique. Tu es forcé d'aller vite, tu as des réflexes, tu utilises les réflexes. À la cible, c'est pas ça. À la cible, il ne faut pas bouger. C'est très difficile. C'est peut-être même plus difficile que le Baltrap. Bon, donc, on était très différents au point de vue discipline. C'était l'harmonie totale entre les tireurs de Baltrap et les tireurs de cible. C'était l'harmonie totale. On s'entendait très bien. Bon, il y avait des dirigeants qui étaient extraordinaires à l'époque. C'était Jean-Richard Germont, qui était très bon. Il y a le président
qui était Claude Foussier à l'époque, qui était aussi un bon président. Après, il y a eu cette scission, que je ne sais pas tellement pourquoi, mais je crois que là, la faute revient peut-être au président de l'époque de la Fédération française de tir qui s'est dit, mais parce que pour préparer les Jeux Olympiques, ça dure 4 ans, la Fédération, le ministère des Sports donne de l'argent par discipline. C'est-à-dire que si la FFT récupérait 3 disciplines, ça faisait 3 fois de l'argent que ne partait pas dans l'autre direction de la fausse. C'est une question politique, ça. C'est une question politique qui a fait que les 2 fédérations se sont scindées en 2. Et ça a été, moi je pense que ça a été très mauvais pour les tir au plateau, pour tous les tireurs, hein, que ce soit pour le tireur de tir, pour le tireur de ultra, que pour le tireur à la cible. Ça a été très mauvais parce qu'on s'entendait très bien et ça marchait très bien. Et puis tu as qu'à remarquer depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Où c'est qu'il est le champion du monde de balle trappe? Où c'est qu'il est le champion du monde de tir au pistolet ou tout ça? Il y en a un qui est très bon, c'est Casquet. Il y a aussi un ou l'autre qui est mais dans des disciplines difficiles, disciplines à l'air comprimé, des trucs comme ça. Mais c'est dommage que les fédérations SSND. D'abord, je crois que nous sommes le seul pays qui avons 2 fédérations, non? Je pense qu'il y a eu un effet de cannibalisme entre force olympique, force universelle, machin, truc, qui fait que, personne n'a eu à gagner. Bon, en ce qui concerne les tireurs français, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont très brillants. Des jeunes et des moins jeunes, quoi. Le problème, c'est que, d'un côté, il y a des gens à l'Olympique qu'on interdit de tirer à l'universel, à qui on interdit de tirer à l'universel, et ceux de l'universel à qui on dit, si vous allez à l'Olympique, vous ne serez plus jamais en équipe de France. À l'arrivée, on a des gamins à l'Olympique qui sont hyper doués, mais qui tirent 3 fois par an. Et puis à l'universel, des gars qui végètent et qui, alors qu'à notre époque, Michel, tu as été, les titres que j'ai donnés, c'était à l'Olympique, mais tu as aussi un palmarès énorme à l'universel. Et tu prenais autant de plaisir à gagner un titre de champion du monde à l'universel ou de champion de France, je pourrais rajouter aux 21 titres de champion de France et d'universel, etc., sans que ça te handicape de pratiquer une discipline par rapport à l'autre. Donc, je suis content que tu aies à ce niveau-là un petit peu la même opinion que moi. Mais crois-moi, Michel, si on a l'occasion, si ce putain de virus nous laisse un peu tranquille, qu'on a l'occasion de se rencontrer, et qu'on voit certains jeunes, je ne veux pas donner de nom parce qu'il y en a tellement de bons et je ne voudrais pas en vexer un ou l'autre. Et si ces gars-là, on leur donne la chance de pouvoir s'exprimer, de tirer, je crois qu'on va pouvoir... je ne dis pas qu'on va avoir une Carriga, hein, Michel, parce que ça, le Carriga, tous les pays du monde en voudraient. Mais on pourrait avoir, s'il y avait plus d'union dans tout ça, je pense qu'on pourrait avoir des gens fantastiques. Et puis, il y a une discipline aujourd'hui, je vais m'en arrêter là parce que je vais te redonner la parole, qui est le parcours de chasse, qui à notre époque n'existait pas beaucoup, mais qui prend une ampleur énorme. Et là, on a un grand champion, un homme fantastique également, un être humain fantastique et un très grand champion, qui a remporté de nombreux titres. Depuis 3-4 ans, il gagne tout, c'est-à-dire championnat d'Europe, championnat du monde, compact sportif, donc parcours de chasse, etc., qui s'appelle Charles Bardou, que tu connais parce qu'il a tiré, je ne sais pas, tu l'as connu, tu as connu son papa, mais ce gars-là est un type remarquable avec un palmarès fabuleux. Malheureusement pour lui, le parcours de chasse n'est pas aux Jeux Olympiques, mais je voulais dire quand même que il y a quand même des tireurs en France. C'est pas tous, Carriga. Hein. Non, je vais te dire, de toute façon, le ball trap, tu tires au vol. Hein, ce qu'on appelle le tir au vol. Donc, que ce soit du ski, que ce soit de la fosse, que ce soit du parcours de chasse, que ce soit... il faut mettre le plomb où la cible sera quand le plomb arrivera. C'est pas difficile. Il faut mettre le plomb où la cible sera quand le plomb arrivera. Parce que le plomb, il lui met un certain temps pour aller là-bas. Même à 410 mètres secondes, il lui met un certain temps. Donc, si tu vises la cible, quand le plomb arrivera, la cible n'y sera plus. Il faut donc anticiper les mouvements de la cible. C'est ça qui est important, de mettre le plomb où la cible sera quand le plomb arrivera. Et que ce soit la fosse, que ce soit la fosse universelle. Alors, moi, je ne comprends pas qu'on puisse dire à un tireur, tu ne vas pas tirer l'Olympique, tu ne vas pas tirer l'universel et tout. Absolument.
moi, je dirais, écoutez, je tire où je veux, hein, un point, c'est tout. Si ça me fait plaisir de tirer à ça, je tire à ça. C'est pas vous qui payez les cartouches, c'est pas. Bon, enfin, je comprends pas qu'un tireur puisse écouter ce genre de conseils. Hein, qui prenne son plaisir dans la discipline qui lui fait le plus plaisir. Et qu'on laisse un petit peu de liberté aux gens et je crois qu'il faut les laisser surtout s'exprimer. Bien sûr. Et puis les compétitions, qu'elles soient l'universel ou olympique, c'est des compétitions, ça reste des compétitions. Bien sûr. À titre d'information, les 3 derniers champions du monde à l'universel sont français. OK. Comme j'ai parlé de trucs, il y a M. Royer, il y a M. Vasseur et Cyril Sanzier cette année, qui sont les derniers champions du monde à l'universel, pardon, qui sont des tireurs remarquables et qui prouvent que le tir français, quand même, a conservé une certaine valeur qui serait décuplée, à mon avis, s'il y avait un petit peu plus d'unité entre toutes les disciplines. Voilà. Parce que finalement, un tireur qui commence à viser le haut niveau, c'est-à-dire que des compétitions de village, des bottes de paille, tout ça, c'est bon, on peut tirer à tout ça. Mais je pense que le tireur qui vraiment veut arriver, si c'est sa passion et qui veut arriver à l'élite, bon, ben, il n'y a pas de problème, il y a des marches à monter, c'est championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux olympiques. Bon, la finale, c'est les Jeux olympiques. Donc, c'est peut-être de là que la fosse olympique a tellement autant de succès. C'est peut-être ça. Maintenant, il est évident que c'est la fosse la plus difficile. Parce que c'est une fosse qu'il y a 15 machines, il y a 15 trajectoires, il y a 15 vitesses. Il est évident que c'est plus difficile qu'une autre fosse. Sur la fosse universelle, tu n'as que 5 vitesses. Bon. Mais par contre, tu te déplaces 25 fois parce que tu changes de place. Donc, les angles, c'est pas ça qui compte. C'est la vitesse et tout ça. Et la façon dont le plateau se déplace, si c'est un rasant, c'est spécial. Alors, sur 15 appareils, évidemment, tu as des répétitions que tu ne peux pas avoir sur la fosse universelle. La fosse olympique, c'est pour ça qu'elle est la plus dure. Bon, certainement. Et puis peut-être aussi que c'est la plus pratiquée dans le monde, hein, parce que, à part les Américains, sur la fosse américaine, là, il y a 3000 tireurs à la fois. J'ai fait 2 fois le Grand Américain. Le Grand Américain, c'est quelque chose que tout tireur devrait faire au moins une fois. Bon, c'est pas facile, parce que ça se passe soit à Vandalia, soit à Daytona, soit dans Corpus Christi, soit au Texas, soit à Colorado Springs aussi. C'est dans notre village américain. Donc, le Grand Américain, c'est 3000 tireurs, un mois de tir, c'est quelque chose bon. Mais c'est spécial, c'est la fosse américaine. C'est très lent, on ne tire qu'une seule cartouche, en 32 grammes. Moi, j'ai fait 500, tu as 600 plateaux dans les premiers. J'ai fait 597 sur 600 et je me suis retrouvé 11e pour barrer les deux 400 c'est 1000 plateaux. Et les 400 qui restent, les doublés, on les tire en doublé. C'est un peu spécial. Et puis, on change de distance aussi. En fonction de ta valeur, tu recules. Tu tires à des distances différentes. Donc, c'est tout à fait autre chose. C'est un jeu. Ça n'a rien à voir. Michel. Donc, peut-être que c'est ça. Pour en revenir aux fédérations, je regrette sincèrement que les 2 fédérations se soient séparées. Ok. Michel, on parlait de haut niveau tout à l'heure, je te disais qu'on y reviendrait. Bon, comme tu me disais, toi, t'as jamais trouvé bien difficile de casser des plateaux parce que c'était inné, tu étais un jeune tireur proté, on va dire, et que, bon, les choses, pour arriver au haut niveau, tu as été obligé de développer, de travailler beaucoup, parce que ceux qui restent au niveau de on va dire, du dôme, hein, n'arrivent au sommet que très rarement. Et moi, que ce soit d'ailleurs pour tout ce que tu as fait dans ta vie, que ce soit pour la pêche au corail, la musique, on y reviendra après, et le tir, tu es un perfectionniste. Et donc, avant tout ce que les beaux discours, les belles théories et les bons régimes, etc., qu'on fait aujourd'hui avec des médecins ou j'en sais rien, ce qui m'a frappé dans ta carrière,
déjà quand j'étais gamin, c'est préparation psychologique, préparation diététique, préparation physique et préparation mentale. Je fais une différence énorme entre la psychologie et le mental. Ce qui m'a toujours frappé chez toi, c'est que quand tu arrivais sur tous les championnats, y compris du monde, tout ce qu'on peut imaginer, alors le boss, c'était toi. C'est-à-dire que dans la tête de tes concurrents, ils disaient Carrega est là. Et déjà, avant la compétition, pendant l'entraînement, ils avaient Carrega dans la tête. Alors, en France, évidemment, les championnats de France, forcément, 25 fois champion de France, plus les titres universels, etc. Mais à l'échelle mondiale, c'était pareil. Diététique, depuis le départ, tu es un garçon qui a fait attention, qui a étudié la diététique, contrairement à moi. Tu as toujours fait attention. Physique, tu t'es entretenu, les tablettes de chocolat, le truc. Et la préparation mentale, tu t'es intéressé très tôt à la sophrologie, à toutes les techniques de relaxation et tout, qui font que le garçon proté que tu étais est devenu le meilleur tireur du monde, la légende que tu es devenu, mais pas parce que tu n'as pas travaillé, parce que justement, tu es allé au bout des choses. Aujourd'hui, quand tu fais le point de tout ce que tu as étudié et que tout ce que tu as fait, qui te paraît, si tu avais un conseil à donner aux tireurs aujourd'hui qui sont doués, qui ont des résultats, et même qui ont eu des titres très très importants, hein, tout à l'heure tu disais le plus important c'est la longévité, c'est-à-dire que ceux qui ont gagné un titre, y compris de champion du monde, de champion de France, de machin, qui durent sur la durée. Quels sont les conseils que tu leur donnerais? Bien, le principal des conseils, c'est d'être savoir d'abord si ces conditions pécuniaires, se lancer dans le ball-trap, lui lui permet de faire ce qu'il faut pour réussir. C'est un petit peu difficile. Il faut avoir quand même. Quand tu penses qu'en 50 ans ou en 40 ans de compétition, j'ai jamais passé un week-end avec ma femme, hein, à part quand elle venait avec moi, c'est d'abord une décision à prendre. On peut pas, c'est pas de l'amateurisme. L'amateurisme, tu n'y arrives pas. Si tu ne deviens pas professionnel, tu ne peux pas aller. Tu ne peux, dans aucune discipline, tu peux pas être professionnel. C'est pas possible. C'est un professionnel, c'est un professionnel. Tu ne peux pas dire tiens, demain, je vais cacher clair sur un ring. C'est pas s'entraîner. Donc, il faut prendre une décision de savoir si on veut bien aller dans cette direction et si on en a les moyens. Alors, les moyens, comme tu dis, ils sont moraux, physiques, la vue, il y a tout qui rentre en jeu. Avant de prendre cette décision, cette décision d'aller dans cette direction et de sacrifier certainement une partie de ta vie pour arriver au haut niveau, il faut être bien certain que tu es d'accord et que surtout si ta famille soit d'accord. Parce que si toi ça te plaît, c'est pas certain que ta femme, tes enfants ou tes parents soient d'accord et puissent te suivre si tu n'as pas les moyens. Donc il faut bien être certain de ça. Une fois que tu es certain de ça, il faut que tu t'évalues. Et pour s'évaluer, c'est pas compliqué. Bah, tu regardes ce qui se passe à l'autre. Tu regardes, est-ce que tu es capable de faire ce que fait celui-là? Peut-être, tu essayes, tu vois. Puis tu te soupèses, tu t'évalues, tu te dis, bah, peut-être qu'en travaillant, qu'en faisant ça, j'arriverai moi aussi. Et à ce moment-là, tu prends une décision d'aller dans cette direction. Alors moi, j'ai eu trois possibilités. J'ai eu la musique, j'ai eu la plongée et le tir. La plongée, j'étais très bon, très 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 bon, un très grand plongeur, mais pas si bon que Cousteau. J'étais moins bon que Cousteau. La musique, je suis très bon aussi, mais moins bon que Pagadini, hein, qui est un bon. Donc, le tir, j'étais très bon et peut-être meilleur que les autres. Donc, je ne suis pas trop bête, pas trop con, disons. Et j'étais dans les directions où c'est que ça allait le mieux. Et où c'est que ça allait, si tu veux me permettre, surtout de sortir de la médiocrité sans risquer ma vie. Allô? Allô?
Stéphane, on a un petit problème technique, non? Non? C'est difficile. Il faut être simple de pouvoir remonter. Quand D'accord. je commence une planche, à partir un fou qui fait partir un coup de fusil, je suis presque certain d'arriver au bout. Mais ça, c'est important aussi. Donc, sur ces 3 passions, qui étaient des passions, j'ai choisi ce qui me rapportait le plus, qui me permettrait de sortir de la médiocrité, si tu veux, de vivre bien, plutôt que de continuer à essayer de descendre plus profond encore ou de devenir un grand musicien. Donc, j'ai été dans cette direction-là. Ça a réussi. Merci. C'est tout ce que je peux dire. Mais donc, quand on a des qualités différentes, il faut choisir celle qui vous améliorera le plus la vie à vous et à votre famille. Ça, c'est important. Et je pense qu'à partir de là, j'ai pris cette décision d'aller dans cette direction-là, qui était le tir. Je regrette, comme tu dis au début, j'étais très doué, mais après, il y a le travail. Parce que d'être doué, c'est une chose. Mais après, tu représentes ton pays. Moi, dans toutes les grandes compétitions, c'est moi qui portais le drapeau. En tête de la délégation française, c'est moi qui ai aux Jeux Olympiques, dans les championnats du monde, en Corée, partout, c'est moi qui portais le drapeau. Avec, machin, dans le nombril, là, tu sais. Donc, Bon. il faut quand même. Alors, tu as la responsabilité de ta nation, tu la représentes. Tu représentes la France, je représentais la Corse aussi en même temps. Hein. Donc, tu ne peux pas permettre de faire n'importe quoi. Donc, il y a ça, il y a le travail, il y a le tir, et il y a aussi ta vie de sportif qu'il faut que tu mènes de façon, comme tu dis, toi, que les gens gardent un bon souvenir de toi et que tu ne quittes pas, parce qu'il y a la période où tout marche bien, puis il y a surtout l'après. L'après, c'est maintenant, tu vois. L'après, c'est maintenant. Je suis content de faire ce que j'ai fait. Voilà. Michel, d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, tu représentes la France et la Corse qui te vénère, et la France qui t'a remis, je crois que c'est Pierre Messmer, qui est le Premier ministre du général de Gaulle et de Pompidou, de Pompidou et qui était ministre du général de Gaulle, un grand Français aussi, qui t'a remis, tu es chevalier de la Légion d'honneur, ce qui prouve bien, à une époque où on ne donnait pas les Légions d'honneur pour rien, et qui, la France, si tu veux, à travers cette décoration, a reconnu le grand, je cherche le mot là, mais enfin, la renommée et l'image que tu as donnée de la France à travers le monde. Voilà, je cherchais le mot, je l'ai trouvé. Au travers de ta carrière, et parce que tu étais un gars, non seulement un grand tireur, mais que tu étais un homme, on va dire, agréable, il t'a été également, au fur et à mesure de ta vie, tu as rencontré des grands monsieur, des messieurs en dehors du tir. On reviendra un petit peu sur le tir après, mais des grands sportifs, des grands messieurs. Tu me parlais de Cousteau, je sais que tu connaissais bien le commandant Cousteau. Dans ta vie de musicien, on reviendra, tu as assisté à certains grands chanteurs. Et puis, je me rappelle d'une anecdote qui va sûrement intéresser nos auditeurs. Là. C'est, tu avais un ami qui a été champion du monde de Formule 1, qui s'appelait Jackie Stewart. Puis un jour, tu es arrivé au championnat de France à Antibes, je crois que c'était en 1976, mais qu'on ne m'en veuille pas si ce n'était pas la date exacte. Tu étais courbattu, d'ailleurs heureusement pour nous, parce que tu avais gagné le championnat de France en question à 196-200. Heureusement que tu avais quelques courbatures. Hein. Ça nous a arrangé, parce que tu as déjà mis 5 ou 6 plateaux dans la tête du deuxième. Enfin bon. Et puis tu nous as raconté ce que tu venais de travailler. C'était sur. Alors tu vas me dire, parce que moi je ne suis pas un grand spécialiste des circuits en Angleterre, mais vous aviez réalisé une émission de télé avec Jackie Stewart, il me semble, je te laisse raconter. Le gars qui commentait cette émission, c'était Robert Stark, qui est l'acteur qui jouait dans le feuilleton Les Incorruptibles. Il s'appelait Elliot Ness. Elliot Ness dans le film, mais son vrai nom d'acteur, enfin son nom de famille, c'était Robert Stack.
et on t'avait attaché les pieds. Ben, je te laisse raconter parce que. Ça, c'était à Dorchester, en Angleterre. Et ils ont une discipline là-bas que je ne comprends pas du reste qui n'est pas évoluée. Ça s'appelait le Star Shot. C'était des plateaux qui partaient, qui étaient gradués en espèce de truc, et donc on participait à une compétition. Et il y avait un mur, Jackie Stewart longeait le mur en voiture, et moi j'étais debout derrière la voiture, une décapotable, et derrière le mur, il y avait des lanceurs qui lançaient des plateaux en l'air, et il fallait que je les casse. Alors c'est difficile de tirer. Oui, c'est quand la voiture roule, alors j'étais attaché. Oui, parce que j'étais attaché parce que c'est comme les hélicoptères, c'est comme quand j'ai tué des chevaux en Italie, pas en Italie, en Australie. Quand j'étais en Australie, j'expliquerai après ça. Donc Jackie Stewart, il roulait, le mur, et puis il était vicieux parce qu'il mettait des coups d'accélérateur, comme ça la voiture avait des coups comme ça, exprès pour me dire. C'était pas facile. Alors là, on avait des points, on gagnait des points, puis on arrivait. C'était un jeu, on s'amusait, on rigolait bien. Mais je retiens simplement de cette période-là, c'est que ce soit Robert Stark ou que ce soit Jackie Stewart, tous, ils aimaient bien le whisky. Hein. Moi, pour en boire un verre, j'avais du mal. Alors, la période australienne, si tu veux, c'est un peu difficile. Si je dis que je tuais 150 chevaux par jour, ça ne va pas faire plaisir à beaucoup de gens. Et pourtant, j'ai tué pendant plus d'un mois 150 chevaux par jour. Alors, je vais t'expliquer comment ça se passait. L'Australie, c'est un pays, à l'époque, je te parlais des années 65-66. Hein. C'était un pays où c'est qu'il y avait des millions et des millions de chevaux, alors qu'il y avait 16 millions d'habitants. Les chevaux, c'était quelque chose les chevaux, les kangourous et les lapins, c'était quelque chose d'épouvantable. En Australie, c'était, je sais pas combien il y avait de millions de chevaux sauvages, hein, sauvages. Alors, qu'est-ce qui se passait? Quand il y avait une épidémie, il y avait 2 ou 3 millions de chevaux qui mouraient, c'était un gros problème. Alors, il fallait abattre des chevaux, surtout qu'ils étaient hard. Alors, les chevaux, quand ils se déplacent, tu vois, les chevrons de Citroën, comment c'est des chevrons de Citroën comme ça. Quand tu as une horde de chevaux, c'est 40 ou 50 chevaux qui se déplacent ensemble. Tu as celui de devant, qui est le chef de file, et les autres les suivent derrière. Et attaché sur les pattes d'un hélicoptère, sur les patins d'un hélicoptère, c'est le pilote qui fait tout. Toi, tu as un fusil à répétition, une grosse carabine, et tu te mets au-dessus des chevaux et tu commences à les tuer comme ça. Après, il y a les camions qui passent, qui récupèrent la viande ou qui mettent de la chaux vive et tout. C'est une période épouvantable. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré une semaine, mais je regrette un peu d'avoir fait ça. Mais j'étais bien payé, et puis ma foi. Signalons quand même que c'était pour des mesures. Des animaux qui sont les kangourous et les lapins. Oui. Donc, j'ai pas mal de chevaux, et bon, c'est comme ça. Mais je regrette un peu d'avoir fait ça, mais c'était pour moi qui l'avais fait, il y avait voilà. Et c'était, signalons quand même pour pas avoir que c'était des mesures qui étaient prises dans le cadre du gouvernement australien pour justement limiter les destructions et le danger que représentait. Il fallait le faire, Pierre, parce qu'il y avait beaucoup de ces chevaux qui étaient malades, et quand ils s'est placé les 40 à la fois, si tu commençais par le premier, et tous les autres s'écartaient. Il fallait commencer par le dernier, comme ça, pam, 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 on arrivait jusqu'au premier, et tout. Bon, après, il y avait les camions qui passaient. Je pense qu'ils le font même toujours, mais je pense que maintenant, ils récupèrent la viande pour faire des animaux. Avant, ils mettaient de la chaux vive dessus pour pas que... Puis il y avait les vautours qui arrivaient et tout. C'était une mauvaise... Bon, je l'ai fait parce que, bon, il fallait le faire. J'étais invité. C'était une bonne chose. Si tu veux, c'est une expérience. Je ne la recommencerai pas. Hein. Bon. Mais il n'y a plus autant de chevaux en Australie. Je ne sais pas s'il y en a maintenant, mais à l'époque, c'était quelque chose. Mais tu connais le célèbre proverbe. Je t'écoute. Qui se fait manger par un cheval à l'estomac au fond des talons. Je n'avais jamais entendu celle-là. Non, mais si elle ne te fait pas trop marrer, elle est de moi. On en apprend tous les jours. C'est pour en donner un petit peu de gaieté. Ben tiens, parlons écologie, Michel.
Hein? Parlons écologie. À notre époque, au Baltrap, quand tu disais je tire au Baltrap, on avait un petit peu. Ça voulait dire quelque chose. C'était un classe. Aujourd'hui, malheureusement, alors que bon, les plateaux restent de l'argile qui reviennent au sol. Bon, il y a ce problème de plomb qu'on est en train de résoudre en enlevant le plomb du terrain et tout ça. Mais on est un petit peu beaucoup de stands ferment en France et maintenant, quand on parle de nuisance, il suffit qu'un gars, tu sais, c'est les mêmes qui sont gênés par les coqs qui viennent s'installer à la campagne et qui sont gênés par les coqs qui chantent le matin. À partir du moment où on entend le gars porte plainte et il fait fermer un stand. Euh, Ça devient un petit peu pénible, mais je pense que c'est un petit peu l'évolution des choses. Mais quand même, je veux dire, tellement de stands ont fermé que quelle est ta position par rapport à ça? Est-ce que tu penses qu'il faut qu'il y ait un peu plus de tolérance des gens, quoi, que les gens se supportent? Moi, j'ai vu fermer beaucoup de stands Ouais. que j'avais fait. J'avais fait. Le stand d'ici les Moulineaux à Paris, bon, où j'ai gagné mon premier championnat de France, il a fermé. J'avais fait le stand chez Gisweg à Châtelaillon, il a fermé aussi. Pas Le Bois de complètement. Boulogne a fermé aussi. Il y a beaucoup de stands qui ont fermé. Alors, bon, il faut reconnaître une chose. Bon. Alors, il y a une chose, il y a une chose qu'il faut reconnaître quand même. Nous ne sommes pas des cadeaux pour la nature. Nous sommes nuisants. Nous sommes nuisants au point de vue de retombée des plombs. Ça n'a jamais été bon, le plomb. Hein. C'est pour ça que maintenant, dans toutes les zones humides aux États-Unis, on tire du steel shot, c'est-à-dire des billes d'acier. Il y a cette nuisance. Bon, il y a en plus les plastiques, il y a tout ça, on a des en plastique. Disons que nous sommes quand même une discipline polluante, hein, plus que le tennis et plus qu'autre chose. En plus, il y a la nuisance sonore. Bon, je ne sais pas si tu as habité à côté d'un stand, mais bon, nous, on aime le baltrap, on aime les coups de fusil, tout ça, on a habité. Puis moi, comme je suis sourd, ça ne me gêne plus beaucoup. Mais enfin, d'entendre sans arrêt pam, 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 c'est vrai que c'est difficile. Il y a quelques années, quand le stand d'Antibes, on a commencé à le construire, il faut dire une chose, c'est qu'il n'y avait personne au stand d'Antibes. Le stand des Croutons, il n'y avait personne à Super Antibes. Et puis, quand tu fais un stand dans un endroit désert, qu'est-ce que tu fais? Tu abèdes la viabilité, c'est-à-dire tu abèdes la route pour y aller déjà, pour porter le matériel, pour y avoir accès en voiture. Tu amènes l'électricité, tu en as besoin. Tu amènes l'eau. Tu rends la zone viable, si tu veux. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as un promoteur qui se dit, tiens, avant, là, c'était un désert. Maintenant qu'on peut y aller, qu'on peut jouer de tout le modernisme, je vais faire un lotissement. Et c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Tu as un promoteur qui s'installe, où c'est qu'il n'y avait rien, parce que toi, tu as porté la viabilité. Il s'installe là, il loue ses locaux. Et au bout d'un certain temps, les gens qui en ont marre d'entendre des coups de fusil, parce que c'est vrai que c'est emmerdant d'entendre des coups de fusil sans arrêt, et ben, ils portent plainte, et puis finalement, le stand est forcé de s'en aller. C'est comme ça que ça s'est passé dans je ne sais pas combien de stands en France, mais j'ai toujours vu que ça se passait comme ça. C'est arrivé à Antibes aussi, dernièrement, puisqu'Antibes a fermé un peu à cause de ça, parce que le maire Merly aimait bien, à chaque élection, Merly, le maire, il perdait 3000 voix. Bon, alors, donc, quand tu as tout le monde contre toi, tu as dit tu ne peux pas y arriver. Je pense que c'est pour ça que les stands disparaissent de plus en plus. Et il faut reconnaître que nous sommes polluants. On peut pas nous empêcher ça. C'est vrai, on est polluants. Au point de vue matériel, au point de vue retombée de plomb, au point de vue nuisance sonore, c'est sûr que du côté d'instance, ce n'est pas l'idéal. C'est certain pour une des raisons. Et nous avons des moyens aujourd'hui pour lutter contre ça. Bon, je vois en Italie, par exemple, où les stands, eh bien, et en France également, on a commencé à s'entourer de buts assez hautes pour éviter, pour que le bruit parte vers la hauteur.
de récupérer les plombs dans ces buttes-là où il y a des filets pour récupérer les plombs, etc. On fait beaucoup de progrès dans le domaine. Et puis, bon, effectivement, des nouveaux matériaux pour être... Mais parlons d'écologistes, là, ça me rappelait une anecdote. Tu sais qu'à un moment donné, bon, on peut le comprendre, hein, il y avait le tir au pigeon en France, le vrai tir au vrai pigeon, qui a été interdit, et je pense que c'était sûrement... Bon, enfin, ouais, voilà, ok. Mais on était, nous, et là j'avais ma voiture, oui, j'avais ma voiture à côté de la tienne, on était à Guerre pour une sélection, et quand je vois que tu souris, tu sais de quoi je vais parler. Et puis, il y a des écologistes à qui on avait dit qu'il y avait du tir au pigeon, alors que c'était une sélection pour le plateau, et ils avaient cru que c'était qu'on tirait au pigeon vivant. Bon, alors ils sont arrivés, très virulents, ils étaient nombreux. Et puis, il y a un qui a dit, mais le leader, là, c'est lui, en parlant de toi, parce qu'on lui avait dit que c'était toi le champion du monde, incontesté, etc. Et alors, les gars ont commencé à arriver, virulents, de plus en plus virulents. Et toi, tranquille, tu étais en train de nettoyer ton fusil, tu avais le coffre ouvert. Tu rigoles parce que tu sais que où je vais arriver. Hein. Et puis, les mecs sont devenus même plus que menaçants. Ça devenait une agression qui allait se passer mal. À un moment donné, tu as posé le fusil, tu t'es retourné. Bon, c'est pas bien parce qu'aujourd'hui, on trique, mais enfin bon, tu étais vraiment en situation de défense, d'autodéfense. Et là, j'ai vu partir un coup de poing dans la figure du gars qui venait carrément, pratiquement, et il est tombé comme une merde. Okay, et tu avais ses dents, tu avais les dents du gars accrochées au truc. C'est là où je me suis dit, ce Michel Carriga, oui, tu les avais, tu avais toutes ces incisives, oui, qui étaient collées à tes doigts, là, Ça m'a fait mal, hein. J'ai gardé la main. Oui, mais lui aussi, hein, il a eu mal. Mais écoute, il avait été vraiment, vraiment désagréable et surtout, il avait été très grossier. Ah non, mais c'était même de l'agression. Il nous avait traité de tout, c'était vraiment. Il méritait vraiment ça. En plus, il était agressif. Il avait un démon de pneu à la main, en plus. Il était agressif et tout. Mais le démon de pneu, il avait dans la gueule après, parce que vraiment. C'est là où je me suis dit que ce Michel Carriga, quand même, il vaut être copain avec lui plutôt qu'il te mette un marron dans la figure. Ben non, mais je ne peux pas faire autrement parce que je ne voulais pas prendre un coup de démon de pneu dans la figure. Ah oui. Tu sais, il vaut mieux frapper le premier quand c'est comme ça. Hein. Oui. Quand ça vaut le coup, oui. Ok, Michel. Le pigeon vivant, tu sais, Pierre, le pigeon vivant, j'ai gagné le Grand Prix de Paris, une très belle coupe du reste. Des belles compétitions. En 1963, c'était les derniers. Après Monaco a fermé pour cette histoire de pigeon avec Martine Carole et Grace Kelly, là, quand le Monseigneur, parce qu'on l'appelle Monseigneur, le Prince Régnier, m'a convoqué le matin, m'a dit on ne tire plus. Je dirigeais le stand avec Callens, l'armurier de la Grande Armée, tu sais. Et c'était formidable le tir au pigeon à Monte-Carlo. Comme j'ai expliqué à Michel tout à l'heure, on tirait du 1er au 28 février. 28 jours on tirait. Les hôtels étaient pleins, il y avait des Américains, il y avait même des Maharajas, c'était formidable. On tirait 28 jours, c'était merveilleux. Et puis un jour, il y a Martine Carole, l'actrice de cinéma, qui sort de l'hôtel de Paris et qui reçoit un pigeon ensanglanté sur sa robe. Et comme elle était copine avec Grace Kelly, ils se sont certainement arrangés. Et le lendemain matin, moi j'habitais l'hôtel de Paris aussi, on est venu me chercher, on m'a dit Monsieur Carriga, vous êtes demandé au Rocher. Vous êtes demandé au Rocher, c'est-à-dire là-haut au Rocher, tu sais, c'est le palais princier, quoi. Alors je suis resté, le prince Régnier m'a reçu, il faut l'appeler Monseigneur, on l'appelle Monseigneur. Il me dit Monsieur Carriga, on ne tire plus. Je dis comment on ne tire plus? Il dit Monsieur Carriga, on ne tire plus, c'est fini, on ne tire plus. Je dis mais Monseigneur, il y a 450 tireurs là, les hôtels sont pleins, les restaurants aussi, le casino aussi le soir. On ne tire plus. Et ça a été fini. Le stand a fermé et ça a été terminé, on n'a plus tiré. Et voilà. Alors après, ils ont fait les hélices, qui étaient pas mal non plus, parce que c'était en bas. Maintenant, il y a un grand hôtel américain à cet endroit-là. On tirait aux hélices, après, c'était un peu différent. Mais le pigeon vivant, c'était quelque chose de... Bon. Moi, j'étais pas tellement pour, parce que voir ces pigeons quand même
c'est un peu quand même, c'est un peu quand même de l'assassinat. Hein. Bon, Oui, oui, c'est non, un non, jeu, bon, tu le fais ou ça tu se le fais pas. justifie. Oui, Si le tu fait le que ça fais, ait faut ravaler tes rancœurs et puis le faire sans y penser. Mais si tu y penses vraiment, ben, tu le fais pas. Hein. Michel, je sais que si tu es, on arrive à 2 heures d'interview, et puis si tu es fatigué, qu'on n'aille pas au-delà de Tu sais, choses, les mais Corses, ils sont toujours fatigués. Hein. ouais. Bon, ben alors je dois être un peu, je dois avoir une ascendance corse parce que je suis un peu du même style. Mais bon, ce soir, je tiens le coup parce que c'est ma passion. Une anecdote. Pendant la guerre froide, là, il y avait des. Et puis à l'époque, il y avait des méthodes. Déjà, il n'y avait pas de. Il y avait pas de. Les lanceurs étaient à la main, on chargeait à la main. Il y avait des espèces d'haltérophiles hyper costauds qui, toute la journée, bandaient les ressorts, posaient les plateaux. Et c'était une période où il y avait quand même quelques magouilles. Quelques magouilles. Bon. Et puis, nous étions aux Jeux méditerranéens. Et il y avait cette histoire de guerre froide où il y avait de temps en temps des Russes qui allaient voir comme ça, de manière aléatoire, il y avait moins de contrôle. Ils allaient voir comment c'était dans les fosses et tout. Et puis, aux Jeux méditerranéens, tu avais un plateau que tu étais sûr d'avoir cassé, que tu avais poussé 2 fois. Tu nous avais dit déjà, là j'ai l'impression qu'ils m'ont envoyé un plateau en bois ou quoi, mais un plateau incassable. Et tu nous avais rien dit, mais la planche d'après, je me rappelle, tu étais au poste 5 là. Bam, bam, tu me le pousses 2 fois. Mon pauvre, tu poses le fusil par terre, tu te mets à courir et tu vas chercher le plateau. Et le plateau était en bois. Ou dans un matériau, j'en sais rien. Mais enfin, Bakélite. voilà. Alors, oui, bon, enfin bref, il était incassable. Et cette anecdote était passée dans tous les journaux télévisés, si bien que à l'époque, c'était Stade 2, avec Pierre Salviac et tout ça à l'époque, qui était venu à Antibes enfin nous, non, pas nous, t'interviewer pour que tu parles de ça. Tu te rappelles bien évidemment, et qu'est-ce que tu pourrais nous dire de cette anecdote? Alors, de toute façon, je vais te dire, quand tu tires un plateau, bon, si tu commences à avoir un peu l'habitude, tu sais très bien ce que tu as fait quand tu le vois qu'il n'est pas cassé. Bon. Là, ce qui m'étonnait beaucoup, c'est que je le voyais, je le tirais, j'étais presque certain de le voir. Tu es toujours surpris quand tu es certain de l'avoir bien fait et que tu n'as pas un résultat qui correspond. Et le plateau bougeait quand même à chaque fois que je tirais. Bon, premier plateau, deuxième, troisième plateau, quatrième plateau. Au cinquième plateau, j'ai appelé le DTN, qui était Jean-Richard Germont. J'ai dit, écoute Jean-Richard, je tire encore. Si ça m'arrive ce que je crois qu'il m'arrive, je pose le fusil et je vais le chercher. Non, non, fais pas ça, fais pas ça. C'était des Jeux méditerranéens, c'était à Athènes, hein. C'était en Grèce. Hein. Il y a le président de la fédération, c'était Vikos, monsieur Vikos. Il arrivait ce qu'il arrive, je vois le plateau, monsieur, il n'est pas possible, oui, le plateau bouge, je pose le fusil, comme tu dis, je vais le chercher. Et je reviens avec un plateau en bakélite, très beau, très bien fait. Il était plein de marques, mais ça, il ne casse pas, tu vois. Tu le fais bouger, mais il ne casse pas. C'est dur la bakélite, hein, c'était très très dur. Et je reviens avec le plateau à la main et tout. Alors tout s'arrête, tous les arbitres arrivent, le président arrive, Patali. Alors qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est ça? Alors les pouleurs, là, faites-moi monter les pouleurs là. Alors les types qui lançaient les plateaux montent. Et alors le président, enfin, regardez, qu'est-ce que vous faites? Et il y a un pouleur qui dit, hey, mais c'est vous qui nous avez dit de mettre ces plateaux-là pour M. Valdouvi et M. Carrega. Il y avait deux, il y avait Valdouvi, l'Espagnol et moi. Oui, C'est vous qui oui, nous avez dit de les mettre pour lui, on regarde à travers là. Alors, catastrophe. Et là, tu sais, il y a eu une solidarité terrible entre la Fédération française des tirs, entre la cible, parce qu'il y avait la cible aussi. oui. La cible et le Baltrap. C'était à l'époque, c'était la même fédération. Mhm. Eh bien, tout le monde a abandonné la compétition, même les tireurs de cible. On dit, Michel, on te suit. Tout le monde a abandonné la compétition. Il y avait des compétitions de tir qui Oui. n'étaient pas finies. On a été solidaires, c'est pour te dire, à l'époque, Baltrap et la cible ont été vraiment solidaires. Et tout le monde, l'équipe de France au complète est partie.
Ils ont triché, ils ont voulu tricher pour deux types. Pour Valdouvi, l'Espagnol, qui était un très très bon tireur aussi. Oui. C'était l'époque de Valdouvi, Ascue, les deux. Oui, très bon Et, tireur. Alors, il dit, ouais, mais c'est vous qui nous avez dit de mettre pour ce... Ils ont dû se faire licencier. C'est une drôle de souvenir, ça. Hein. Et c'est Bazagne qui, alors finalement, la compétition a continué parce qu'il y avait toutes les autres nations. Sans nous, sans les Français, et c'est Bazagne qui a gagné. ce Bazzani, quand même, quel tireur. Hein. Je crois qu'il est décédé récemment, je crois. Je sais Oui, pas. il est décédé récemment, mais quel grand tireur également. Ouais. Il faut lui rendre hommage. Il me disait faut pas oublier que Carrega, tire pour Beretta. J'ai dit, mais je peux pas, j'ai des contrats. Un très grand tireur et très faut beau. Pas oublier qu'aux Jeux Olympiques, Bazzani était 3e. Oui, fait médaille d'or. 199, Carrega 198, Bazzani 197. Et lui 195. Non, 197. Tu crois? Ah, mais j'en suis. 195. Excuse-moi, Michel. Il me semblait qu'il avait fait 195. Non. Et il était toujours là. Bazzani, on va dire, tu sais, c'est comme les joueurs de tennis qui viennent à Roland-Garros aujourd'hui et qui, malheureusement, sont tombés sur un monsieur qui s'appelle le tennisman espagnol. Aidez-moi. Je connais que lui. Nadal. Bon, Nadal, il y a des gens. Il y a des grands joueurs de tennis aujourd'hui qui auraient gagné Roland-Garros peut-être 3 ou 4 fois, mais ils sont tombés sur Nadal. Bazzani, à l'échelle des compétitions continentales et intercontinentales, s'il n'y avait pas eu un monsieur qui s'appelait Carrega, il aurait un palmarès exceptionnel. Mais tu as été son Nadal. C'était vraiment le, tu sais, moi je suis toujours bien peigné, tu sais, toujours, c'était vraiment toujours ben, mais un garçon, le premier, hein. Un garçon adorable. Oui, très gentil. Oui. Il avait qu'un défaut comme Scalzone, c'était la cigarette. Mais il fumait des paquets, 3 paquets et tout. Et puis je pense que. Bon, allez, je ne voudrais pas faire durer un peu les choses, mais tu m'as raconté une anecdote tout à l'heure. Je dois dire, je n'étais pas au courant. Mais. Comme tu gagnais beaucoup en Italie, comme tu m'as dit, et des grands championnats, à un moment donné, tu as eu l'impression, tu as raconté ça mieux que moi, que nos amis italiens avaient essayé, malheureusement ils ne sont pas arrivés, un petit subterfuge pour essayer de te faire fatiguer avant les compétitions. Oui, oui, bon, je leur en veux pas, hein, c'est une bonne guerre. Dans les grandes compétitions, pas forcément dans les championnats du monde et tout, tu sais qu'il y a des grands prix, il y a des grands prix. Oui. Où c'est qu'il y a des Mercedes à gagner. J'ai gagné une Mercedes, j'ai gagné une Ferrari dans des grandes compétitions, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Italie, même bon. Et dans ces grandes compétitions, souvent, bon, j'étais pas un vilain garçon, j'étais pas mal physiquement et tout ça. Mais il y avait toujours une pépé qui se pointait en me faisant des avances, en me proposant des choses intéressantes. Avant la compétition, en me proposant des choses intéressantes et tout. Bon, alors, je me suis laissé prendre une fois ou deux. Et je dois dire que quand tu passes une nuit avec une femme qui sait vraiment conduire une voiture, le lendemain, tu as pu les aider très clairs. Hein, tu as donné pas mal déjà de tout ce que tu possèdes dans la nuit. Donc, tu es un petit peu fatigué. Tu as les yeux en bas des joues. Bon, ça, bon, alors, l'addition, tu la payes tout de suite. Hein. Quand tu n'es pas en forme, bon. L'épuisement physique, ça compte quand même aussi pas mal. Bon. Et puis, c'est arrivé 2-3 fois. Et puis, un jour, je me suis dit, enfin, c'est incroyable ça. À chaque grande compétition, je sais qu'il y a quelque chose d'important, au point de vue argent, je parle. Hein. Ou une somme importante à gagner, par des nations et trucs comme ça. Tu as toujours une tête. Puis je me suis rendu compte un jour que. Puis j'ai appris, alors il y a un Italien qui était très copain avec moi, il m'a dit Michel, tu la mets une des gambes à poste, il te la met dans les jambes exprès. Et j'ai compris, bah, tu sais, il y en avait quelques-uns qui étaient malins.
C'est eux qui me les envoyaient pour me faire passer la nuit avec, pas une nuit agréable, je dis pas, mais qui laisse des séquelles, tu vois. Alors, bon, après j'ai compris. J'ai dit, quand la prochaine qui arrive, j'ai dit, écoute ma chérie, c'est gentil, ta proposition, c'est. Eh ben, écoute, on verra ça après la compétition. Bon, tu viendras après, elle n'est pas revue. Hein. Je l'ai pas revue. Donc, Michel, vu ton palmarès, tu as dû faire abstinence plus d'une fois quand même. Hein, tu as dû faire. Vu ton palmarès, tu as dû faire abstinence plus d'une fois. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu. On fait comme on veut. Je ne fais pas toujours comme on veut. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que les 3 premières fois, ils t'ont eu, mais après, ça rigolait plus. Il y a des copains tireurs qui m'ont dit t'as toujours eu un bon second coup. Alors je leur dis au fusil ou à le trappe ou à quoi. Alors ils me disent à tout. Bon, Michel, encore une fois, on pourrait faire durer, mais bon, après, ça va. Je voudrais qu'on revienne un petit peu à tes dons de musicien, hors pair. Tu es modeste parce que, bon, tu n'étais pas le pianiste attitré de Charles Aznavour, mais dès que son pianiste attitré, ou quand Aznavour venait sur l'île, c'est toi qui lui as servi plus d'une fois de Non, pianiste. Une seule fois. Une seule fois, c'est son pianiste qui s'appelait Gustin, du reste. Et il y avait à l'hôtel Île de Beauté, ici à Bastia, il y avait une porte une porte à tambour, comme ça. Et il s'est fait prendre la main dans la porte à tambour et il s'est écrasé 3 doigts, le malheureux et tout. Et le soir, Charles Aznavour chantait au cinéma Le Paris. Il y avait un cinéma qui s'appelait Le Paris, ici sur les quais. Et il s'est trouvé, comme il y avait 2-3 chansons que je connaissais, moi je travaillais au cabaret à l'époque. J'ai dit, écoute, je vais essayer de t'accompagner et tout. Alors on a fait une petite répétition. Ça s'est très bien passé. Hein. Il m'a dit, mais putain, tu es bon. Hein. J'ai dit, non, je suis bon, je fais ce que je peux. Hein. Tu sais, c'était Charles Aznavour, d'abord, c'était un excellent pianiste lui aussi. Jouer du piano et chanter, c'était pas possible parce qu'il y a le gestuel, il y a tout ça, c'était pas possible. Sans ça, il se serait accompagné lui-même sans ça. Donc je l'ai accompagné dans 2-3 chansons au cinéma Le Paris. Voilà. Ça a été la seule fois, du reste. Oui, je me rappelle ces chansons que j'ai chantées. Il y en a plusieurs. Je connais toutes les chansons d'Aznavour parce que après, par la suite, comme ça m'avait tellement plu. Puis c'était tellement un très bon. D'abord, je vais te dire, d'après moi, ça a été le meilleur chanteur qu'on ait jamais eu en France. Tu sais, c'était vraiment parce qu'il y a l'harmonie. Tu vois, moi j'ai un diplôme d'harmonie que j'ai gagné quand j'avais 18 ans. Jean Aznavour, comme j'expliquais à Michel tout à l'heure, l'harmonie dans la musique, c'est magnifique, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Et Charles Aznavour, c'est vraiment un musicien, un interprète, un extraordinaire. C'est le meilleur chanteur, pour moi, c'est le meilleur chanteur que j'ai jamais entendu. Michel, en 1900, je crois que c'était en 77, 17 ou 16, je ne sais plus. Je ne sais pas pourquoi tu avais décidé que tu étais plus tireur, que tu étais directeur technique national, que tu faisais plus de compétition, tu étais devenu entraîneur. Bon. Bien t'as pris de reprendre la compétition parce que 2 ans après, tu étais champion du monde, etc. Et on l'était par équipe également. Mais à Dorchester, c'était le championnat d'Europe. Championnat d'Europe, il y avait un grand clubhouse, et puis il y avait le célèbre Maurice Delfaux, le regretté Maurice, qui était un garçon adorable, un grand ami, qui aimait bien chambrer, tu sais, hey, Michel, et truc, machin. Et puis, il t'avait branché sur hey, Michel, pianiste, le truc, et truc. Et toi, tu disais rien. Je trouve que dans ce grand clubhouse, il y avait un piano. Et le soir de la dernière journée de compétition, quand tout a été fini, qui avait pratiquement, c'était un très grand club, très joli,
Il y avait pratiquement, il faisait pas très chaud à l'intérieur. Il y avait toute l'Europe du tir qui était dans cet immense clubhouse. Alors, sans rien dire, tu es allé au piano. J'avais dit que je chialais pas, mais excusez-moi. Tu es allé au piano. Maurice Delfaut était un mordu, il faisait beaucoup de vélo, tu sais. Il faisait du vélo. Il en est mort d'ailleurs. Il en est mort. C'est qu'il est mort, voilà. Il s'est fait écraser par un camion. Tu te rends compte? Oui, mais tu sais comment il s'est fait écraser par un camion? Non. C'est qu'il avait 50 et quelques années, et puis son plaisir, c'était, ça on ne va pas encore parler de mort, mais bon, je vais revenir à ce que je disais, mais son plaisir, c'était de lâcher les jeunes. Et à un moment donné, il arrive dans un petit village, il y avait un camion de garé sur le côté droit. Et les gamins s'arrêtent derrière le camion, et lui qui arrivait un peu derrière, il double le camion sans faire gaffe, il leur fait les jeunes, vous ne me rattraperez pas. Et puis le problème, c'est qu'à hauteur du camion, il y en avait un autre qui arrivait en face et il s'est fait écrabouiller. Voilà. Mais je reviens quand même à mon histoire parce qu'on ne va pas terminer ça sur une histoire de truc. Et tu t'es mis à jouer aux Champs-Élysées, à Dorchester. Et là, mais je voudrais que tous mes amis tireurs, tous nos amis tireurs, et même ceux qui ne sont pas nos amis, comprennent que déjà Maurice Delfaut n'a pu oser jamais plaisanter avec toi sur le thème de la musique, mais il faut imaginer. Alors peut-être que les gens d'aujourd'hui n'imaginent pas qu'il peut y avoir une fraternité comme ça entre tous les pays, machin. Il faut s'imaginer Michel Carrega au piano, qui joue aux Champs-Élysées, et l'Europe entière qui tape des mains et qui chante Oh, les Anglais, Oh, Champs-Élysées, les Russes de l'autre manière. Mais une ambiance, et tu nous as foutu l'ambiance pendant, allez, 1 heure. Et là, le petit boutin qui j'étais, parce que bon, ça c'est resté dans ma tête tout le temps. Et là, je me suis dit, en dehors du tir, chapeau, monsieur Carrega. Alors, à un moment, alors, je voudrais maintenant te remercier sincèrement. Te remercier déjà de m'avoir accordé cet entretien. C'était mon premier live. Je m'excuse auprès des gens d'avoir pas été sûrement à la hauteur de Michel Carrega, sûrement. Mais vraiment, merci parce que je sais que tes interventions se font rares, que tu es à la fois modeste et tout ça, mais je voudrais te dire merci. Je voudrais dire aussi un grand merci à un gars qui se cache là parce que il n'aime pas paraître non plus, mais il s'appelle Michel Andoni. Je voudrais, Michel, que tu viennes à la caméra là. Michel. Non, mais merci, là, Pierre. Michel. Je veux vous voir tous les deux, vous êtes frères. Non, Michel. Michel. Non, Michel. Reste. Non, je vous veux tous les deux. Montre ta tête, Michel. Tu ne peux pas nous voir tous les deux. Si, on verra. Non, de l'autre, Michel. Voilà. Merci, Michel. De rien, mon pote, de rien. De rien. Non, c'est à lui que tu le vois. Non, mais c'est à lui qui le voit. Ouais, c'est mon copain, hein, c'est un bon ami. Hein. Ouais, bon, manque de pas. Ouais. Dis, tu sais. Ah non. Elle est là. Voilà, on est là tous les trois. Allez, c'est bon, mon pote, allez. Non, elle est là. Je lui ai donné quelque chose je lui ai donné quelque chose qu'elle te remettra. Je lui ai donné quelque chose.
Ah non, non. Non, non, au contraire. Oui, ça va te Tu faire vas prendre prendre du poids, fais attention à ton cholestérol. ça va te faire prendre du poids. Bon, je te remercie, Pierre. Hein, c'était très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Cette période de fin d'année et de Noël, de chanter sur ta musique chez eux, et ça Moi, sera chanter. notre point. Non. Oui, pas toi, mais eux, chez eux, même s'ils ne s'entendent pas les uns les autres, ça nous fera plaisir. Et si tu peux me rendre ce cadeau, me donner ce cadeau, ça serait formidable, Michel. Bien sûr, mais si c'est moi qui chante, ton émission elle est foutue. Hein. Michel, tu peux faire ce que tu veux. Si je Et chante. même- Bon, et- j'ai toujours ça. Tu veux que je le fasse maintenant? ben, après, Allez. bon. Et Michel, On y pour va. tout, si tu veux qu'on refasse une émission, si les gens sont d'accord, on refera À ça. bientôt, Pierre. À bientôt. Michel, un seul mot, je t'aime. Il t'a dit un seul mot, je t'aime. Eh ben, moi aussi. Ça faisait 2 heures. Par là même toutes les personnes qui sont devant leur écran, qui m'ont fait le plaisir et le bonheur de partager cette soirée avec l'immense Michel Carrega. Et merci à tous, toute l'équipe Shoot-Off et tous ceux qui n'en font pas encore partie. Je vous Je vais remercie. te faire ça version jazz. Hein. Et je vous promets que dans un futur proche, il va y avoir d'autres invités et de très très belles surprises au très haut niveau. Merci à tous. À toi, Michel. Voilà, ça y est, on voit. On le voit bien? Merci, Michel. Merci à tous. Merci, Michel Carrega. Et très bientôt, Michel. J'ai hâte de venir te visiter dans ta Corse natale. Quand tu veux, il n'y a pas de problème. Merci, Michel Manoni. Merci, Sophie. Et merci à tous d'avoir participé chez vous et de nous avoir suivis. À bientôt. Merci beaucoup. C'est bon. Ouais. Hein? Ça va, il est bon. Allez. C'est pas